Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans cette FAQ post-Grey. On peut dire un petit peu que c'est un post-mortem. Elle arrive un peu avec 3 mois de retard puisque j'avais fait l'annonce il y a assez longtemps. Mais bon, j'avais prévenu que je pourrais probablement pas la faire tout de suite. Je pensais avoir pas trop de taf et au final... voilà, j'ai été complètement blindé, mais là, maintenant j'ai un petit peu de temps, donc je vais enfin pouvoir répondre à vos questions. J'en ai eu pas mal au final, il y en a une petite quarantaine. Évidemment, j'ai eu la grosse flemme de les trier. Donc du coup, je vais les lire comme ça, je fais ma petite prépa, et puis au pire, s'il y a une question qui se répète, je dirai « Ah bah j'y ai déjà répondu ». Mais voilà, désolé si j'ai l'air un petit peu fatigué, on va dire que ça a été assez physique ces derniers temps. Mais donc, du coup, on commence la FAQ, c'est parti. Alors, première question par Le Coin du Bis. J'espère que tu vas bien d'ailleurs, super chaîne pour ceux qui connaissent pas, mais bon, je pense que vous avez déjà tous fait un tour dessus. Parmi tous les films traités dans Grey, quel était le plus difficile à analyser ? C'est une question assez dure parce que chaque film a un peu sa spécificité. Il y en a avec lesquels j'étais très à l'aise et qu'au final j'ai redécouvert. D'autres où je connaissais pas des masses, comme par exemple La Vengeance. Si j'ai fait l'épisode, c'est parce que mon pote Singe Mongol m'a dit tu devrais vraiment faire un épisode dessus. J'ai déjà vu La Vengeance et je l'aimais bien en plus. Et je connaissais pas du tout tous les street films et les films qui traitaient de la banlieue, j'en avais vu quelques-uns mais pas tous. Après en termes de culture hip-hop, même si j'ai jamais été un grand fan, j'ai quand même écouté pas mal de rap début 2000 et à l'époque bien rap hardcore, bien débile, et j'apprécie toujours ce style-là, donc j'étais quand même en terrain un petit peu connu, ce qui m'évitait probablement de dire de la merde, d'être soit condescendant ou soit à côté de la plaque. Non, parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Donc cet épisode n'était pas facile, mais je pense que les plus durs, c'était les épisodes les plus méta, notamment ceux dont je suis assez fier, The Box, même si sur la forme il n'est pas parfait, mais quand j'ai fait l'analyse et que j'ai fait les recherches, le film je l'ai maté je pense une dizaine de fois pour faire l'épisode. J'étais tout le temps en train de découvrir quelque chose, et en plus comme il y a pas mal de concepts philosophiques, notamment avec les pensées de Sartre, sur l'existentialisme, sur l'humanisme, etc. C'était super intéressant parce que c'est des sujets qui m'intéressent mais sur lesquels je suis pas forcément très très calé, donc on a toujours un petit peu peur de dire de la merde, et puis c'est assez foisonnant. Mais au final j'étais plutôt satisfait, surtout que je trouve que l'analyse que j'ai fait sur le film s'emboîte bien, tout est à peu près cohérent. Après, ce qui a été très dur aussi, c'est Fear X, parce que c'est l'épisode le plus long et que j'aimais pas trop le film à la base. Et pareil, le fait d'analyser, je l'ai regardé beaucoup de fois. Il n'y a pas énormément de textes qui ont été écrits dessus, mais il y en avait un qui m'avait quand même pas mal aidé. C'était intéressant, mais toujours peur en fait d'avoir une idée qui arrive, parce que ça arrive souvent, même pendant le montage, on a une idée qui va arriver, une réflexion, et se dire putain, et si ça chamboulait tout ce que je venais de dire jusque-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a 1000 manières d'interpréter un film, et que un film ne véhicule pas forcément juste une idée, il peut en véhiculer plusieurs en même temps, même contradictoires, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on peut voir un petit peu ce qui nous plaît dedans. Après, faut faire attention, faut pas dire ce film part de ça, comme souvent il est fait à la fac. Une analyse, c'est pas une vérité, une analyse, c'est une perception d'un film. Donc voilà, c'était des films assez difficiles, c'était des épisodes assez difficiles. Après, Suicide Club, pareil, parce que c'est un film qui me tenait vraiment à cœur, et j'avais toujours l'impression de pas l'avoir vraiment compris. Et j'ai pu caler des choses en l'analysant qui en plus correspondaient à mon mood du moment, et voir un petit peu plus découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, tous les films, finalement tous les épisodes sont en tout cas ceux-là qui étaient assez poussés, étaient un peu difficiles. Et pour finir, un épisode qui était bien dur à écrire, mais celui-là pour pareil éviter de dire de la merde, c'était l'épisode sur l'ultime souper. Parce que c'est très difficile de parler politique, je suis pas quelqu'un d'extrêmement calé, j'ai une sensibilité politique, voilà, comme tout le monde, mais on a toujours peur de dire n'importe quoi. Après ça va, on s'appuie sur un film, donc c'est pas mes idées qui ressortent, c'est vraiment ce que le film exprime, et je pense qu'avec le langage cinématographique, c'est quand même plus ou moins assez clair. Mais on a toujours peur de faire un petit faux pas et de se dire « Ah, ça se trouve, là j'ai vraiment dit une connerie », et surtout que dans la série, j'en ai dit pas mal des conneries.
Mais c'est plus des conneries factuelles, genre des erreurs de date, des erreurs de prononciation, etc. quoi. Donc voilà, tous ces épisodes étaient plus ou moins les plus difficiles. Mais si vraiment fallait en choisir un, je dirais Fear-X. Mais ça a été un gros plaisir de le faire parce que même si maintenant, si je regarde l'épisode et je fais putain, je comprends que dalle à ce que je raconte, c'était intéressant parce que c'était vraiment deep quoi. Deuxième question de LT Blight. J'espère que tu vas bien, je sais que ça faisait longtemps que tu suivais la chaîne. Grand fan de Grey suite à la découverte de Feu Fier Panda, je regrette comme pas mal d'autres la décision d'arrêter Grey, même si je la comprends complètement. J'aurais quelques questions. As-tu eu l'occasion de mater la saison 3 de Twin Peaks ? Non, pas encore. Je suis un grand fan de Twin Peaks, mais quand elle est sortie, j'étais pas du tout dans le mood. Et j'ai réussi à pas me spoiler, hein, mais je suis pas quelqu'un qui consomme dès que quelque chose sort. Et là, je me sentais pas prêt pour la regarder. Lynch, c'est quand même très émotionnel. Et je sais que quand je veux mater ces films ou ces séries, il faut que je sois parfaitement dans le mood, sinon je vais pas l'apprécier et je vais pas rentrer dedans. Pour l'anecdote, la toute première fois que j'ai maté Twin Peaks, c'était vers 2006, il me semble, quand c'est sorti en DVD en fait, parce qu'à l'époque on pouvait pas encore les voir avant la première sortie en DVD c'est à peu près sorti le même mois que Inland Empire en DVD. J'étais pas spécialement dans le mood, je l'ai acheté la première saison, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. Il a fallu attendre 1 an avec la rediffusion sur Arte pour que je mate tout. Et après je les ai rematés plusieurs fois. Mais j'ai acheté récemment l'intégrale en Blu-ray. Parce que je les regarde avec ma copine qui a pas vu la série, et du coup là c'est un plaisir de vraiment les remater, et je suis très pressé d'arriver à la saison 3. Ok, question suivante, toujours hein, tu m'as mis pas mal de questions, ça va être sympa. J'espère que ça va pas durer des heures cette FAQ. Est-ce qu'un épisode de Grey sur un film de Michael Mann aurait pu se faire? Si oui, lequel de sa filmo aurais-tu sauvé? J'aurais pu en faire un, parce que c'est plus un gimmick de dire que je déteste Michael Mann, c'est juste que son cinéma me touche pas. Après, par exemple, même s'il a plein de défauts, j'aime bien Miami Vice. En réalité, Hit, je l'ai pas vu depuis plus de 10 ans, mais je me souviens que j'avais quand même apprécié, c'est juste que je comprenais pas l'engouement autour, parce que je suis pas touché plastiquement et par les choix artistiques de Michael Mann. C'était genre le film préféré de mon frère, et mon grand frère, avec qui j'ai découvert plein de films parce qu'il louait beaucoup au vidéoclub, et j'ai jamais trop compris. Moi j'ai toujours été plus Team Scorsese, etc. sur les films de gangsters, quelque chose de plus traditionnel, et là il y avait une modernité qui m'empêchait un petit peu de rentrer dedans, peut-être parce que c'était pas assez romancé, et je trouvais ça... Enfin, alors que si, mais... Et voilà, mais si je devais sauver un film... Ouais, je pense que je ferai un épisode sur Miami Vice parce qu'il s'est quand même bien fait tracher, et du coup ça serait rigolo d'aller contre l'opinion publique et dire que ouais, il est quand même assez cool. Parce que ça m'intéresserait pas de faire un épisode pour un film pour le défoncer. Genre prendre Collatéral et l'enculer, ça va pas être amusant pour vous, ni pour moi, sachant que je déteste ce film et que je comprends pas comment on peut... je comprends pas les gens qui l'apprécient. Même chose avec Public Enemies par exemple. Mais là, je crois qu'il y a pas mal de monde qui ont pas trop apprécié. Donc voilà, je dirais Miami Vice probablement. Parce que j'ai pas trop de souvenirs de Révélation, Le Dernier des Mohicans, Le Sixième Sens j'ai pas trop aimé non plus, donc... Ensuite, si jamais au grand jamais tu as découvert un film qui t'a emballé et que tu penses en faire un sujet, est-ce que tu ferais un hors-série de Grey où il n'y a pas moyen, c'est mort? Non, faut jamais dire c'est mort. Je peux avoir l'envie à un moment, si ça m'inspire. C'est ce qui s'est passé avec Diary of the Dead, même s'il était déjà prévu depuis très longtemps. Mais là, avec le contexte et le fait que j'avais moins de travail, donc du temps à tuer, c'était le moment parfait pour le faire. Et si, admettons, un jour j'ai une illumination et que j'ai vraiment envie de parler d'un film parce que je lis jamais rien dessus ou quoi, et que j'ai le temps, et je le ferai. Mais bon, c'est quand même de plus en plus rare aujourd'hui. Tout le monde parle de ciné, donc il y a peu de chances de rien trouver sur un film, surtout sur un bon film. Inviter Gilles Stella dans l'eau des nouilles, ça se tente. Moi je veux bien, mais il risque de passer en sale moment, parce que s'il connaît pas la musique qu'on écoute, sachant qu'en plus on est un petit peu ordurier dans nos propos et tout, je pense qu'il risque de s'ennuyer le pauvre, donc s'il veut venir avec plaisir, mais déjà il devra se mettre une caisse avec nous, et je sais pas trop ce qu'il aura à dire sur les albums de hardcore.
Suite à ton tweet par rapport à Gilles Stella, tu t'es pas trop fait harceler par les fanboys de Crost? Bah si, évidemment, bon, ça a duré qu'une journée, comme toutes les shitstorms sur Twitter. Il y a les mecs qui viennent juste parce que t'as dit un mot de travers sur leur idole et qu'ils cherchent pas à discuter ni rien. Donc bon, bah c'est normal, hein, c'est les choses qui arrivent. Après, bon, ce qui me fait chier, c'est que j'étais un peu bougon ce jour-là et j'avais balancé un tweet. Pour ceux qui savent pas, j'avais balancé un tweet un petit peu acide, enfin acerbe, sur le financement participatif de Gilles Stella qui avait atteint à ce moment-là, je sais pas, peut-être 30 000 ou 40 000 euros en quelques jours, alors qu'il avait un objectif de 5 000, et que j'ai toujours un peu de mal avec les financements participatifs quand je trouve que c'est pas... Enfin, quand t'exploses ton reach de plus de 1000%, enfin 100% ou quoi, bah, c'est-à-dire que t'avais pas forcément besoin de faire un financement participatif. Mais du coup, j'ai un peu de mal avec ce mode de fonctionnement. Nous, on appelle ça faire la cybermanche dans la scène. Donc voilà, mais après, c'était pas conclu. Moi, j'ai toujours été un fan de Crost, un peu moins de Chroma, mais enfin, beaucoup de respect pour leur travail. Et de toute façon, enfin, ça se voit que moi, quand j'ai commencé à faire l'émission, j'étais énormément inspiré de ce qu'ils faisaient, donc voilà. Mais bon, j'ai balancé ça sur Twitter, je l'avais pas tagué et il a débarqué dans mes mentions. Probablement que quelqu'un lui a dit, ou alors il a googlé son nom, j'en sais rien, mais bon, bref, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, ces trucs, ça se passe en une journée. Hein. As-tu pu voir Too Old to Die Young? Je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Non, je le connais même pas, ou peut-être que, enfin là, ça me revient pas de ce que c'est, donc désolé. Et voilà, puis après, des compliments, bah écoute, je te remercie. Ok, troisième question. Par Joke. Yo, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la création vidéo en premier lieu? Alors, ça faisait très très longtemps que je voulais le faire. En réalité, je suis des youtubeurs depuis l'époque où c'était des Dailymotionneurs. Il y a plein de mecs que j'ai découvert à l'époque de Dailymotion à leur début, comme Mea, Usul avant qu'ils soient sur jeuxvideo.com, etc. 80 miles à l'heure, évidemment. Et ça m'a toujours grave attiré, je voulais le faire, mais je ne... Bah, je pense que je me disais, bon bah t'as rien à raconter de spécial. J'étais encore, je savais pas trop de quoi parler, ou alors je me disais est-ce que mon opinion est parfaitement construite ou est-ce qu'il est pertinent pour le faire. Donc non, je l'ai pas fait. À l'époque, je faisais beaucoup de musique, donc j'ai continué à faire de la musique, faire mes études, à commencer à travailler. Et voilà, ça arrivait un moment où je me suis dit, tiens voilà, j'ai envie de faire j'ai envie de passer un nouveau cap dans ma vie. J'avais dit que ça, j'aimerais le faire. Bon bah tu le fais un moment, tu le fais juste. De manière périodique, enfin pendant juste une petite période, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le faire, sachant que je travaille dans la vidéo depuis une dizaine d'années, même si moi je suis motion designer, j'avais envie d'un peu de revenir à des trucs de tourner, parce que j'avais arrêté de tourner à une époque, je le faisais parce que j'ai fait des clips, des courts-métrages, puis j'ai bossé aussi en vidéo de manière assez courte dans le milieu de la musique, voilà, filmer des lives et tout. Je me disais, tiens, vas-y, ça serait intéressant, même si t'as pas de matos, t'achètes du matos de merde et tu fais ton petit truc, et comme ça t'apprendra aussi à gérer des choses que tu gères pas pour l'instant dans ton taf, et ça va t'apporter du plus. Donc voilà, j'ai énormément appris, et j'étais content de pouvoir me perfectionner là-dessus. C'était cool, quoi. Toujours question de Joke, hein. L'eau des nouilles, format vraiment cool, merci pour la découverte de Big Cheese, mais de rien. Et le seul nouveau format que tu prévois de développer, ou tu en as d'autres en tête? Alors, non, j'ai pas prévu de faire d'autres formats, tout simplement parce que j'ai pas le temps et que je me considère pas comme un youtubeur. Quand je fais un format, ou les fois où j'ai fait un format, c'est juste parce que j'avais vraiment envie de parler d'un truc. Là, l'eau des nouilles, ça me fait plaisir parce que je suis plus tout seul. Je peux le faire avec l'équipe, c'est-à-dire avec Émile, Antoine en tant que chroniqueur, donc sur qui je peux m'appuyer. C'est pas juste moi qui rédige et tout. Surtout, c'est quelque chose d'assez vivant puisqu'on prépare pas autre que écouter les albums. Et Dexter aussi, du coup, à la technique, ce qui me décharge un petit peu
bah, c'est chiant un peu de faire toute la technique, même si je continue quand même toute la partie technique, je fais le montage et tout, hein. Mais voilà, j'avais envie de faire un autre format, faire un montage en multicam, je l'avais pas fait depuis super longtemps, puis ça me permet vraiment, on est entre potes quoi, donc c'est cool, on prend vraiment du plaisir à le faire, c'est toujours là une bonne occasion pour se mettre une grosse murge en plus et de parler de ce qu'on aime, la musique. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas d'autres formats, peut-être plus tard j'aurai une idée, mais je crois que dans tous les cas, si je fais des choses sur YouTube, ça sera toujours principalement pour parler d'œuvres que j'aime. Pour ce qui est des créations peut-être plus, enfin justement plus création ou artistique, ça sera clairement pas sur YouTube parce que c'est pas un média que je trouve qui me stimule pour faire ça en tout cas. Alors, question suivante de... Putain les gars, vous avez des pseudos relous. Janob PL. Ouais, je sais pas. Janob... Avec le recul, pourquoi Grey n'a pas fonctionné en termes d'audience? Je paierais cher même pour un seul épisode par an. Oh, c'est assez simple, hein, pourquoi ça n'a pas marché en termes d'audience. Bah, tout simplement, déjà moi, ma gueule, mon élocution, ma manière d'écrire et les sujets que j'ai choisis. Choisir des films que les gens connaissent pas trop ou qui sont des films qui finissent dans le bac à solde, et pas pour les défoncer, mais c'est pas super stimulant. Ensuite, j'ai commencé, je crois que Chroma recommençait à faire des vidéos. Et il n'y a pas la place en fait. Il n'y a pas la place pour des mecs comme moi face à des mastodons comme ça en termes créatifs, en termes tout. Enfin, le travail qu'ils abattent, c'est dingo quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui font du cinéma, on m'a beaucoup comparé à Chroma, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est à cause de la DA, le fait d'avoir essayé de travailler un petit peu une DA, alors que l'émission, franchement, techniquement, c'est vraiment pas ouf, même si c'est amélioré à partir de l'épisode 4, mais je pense que le côté avoir le générique, machin, comme ça, en un mot, les gens ont assimilé ça à Chroma, donc, enfin, ou à l'équipe de Crost, alors que je suis tout seul et qu'il n'y a pas trop de sketch, même si, bon, il y en a quelques-uns, quoi. Ah, attends, on va remettre l'ordinateur. Je sais pas trop, mais du coup, je pense que les gens ont vu ça juste comme une copie en cheap, quoi. Donc, ce qui est, bref, ils ont un petit peu, enfin, ils ont un petit peu raison. Le truc, c'est que il y a, ce qui compte, c'est les films et un peu la manière d'en parler. Donc, ce qui me désole un petit peu avec ce que je ressens de la communauté de Chroma, c'est que t'as beaucoup de gens qui finalement s'intéressent pas tant que ça au cinéma. Ils aiment, c'est tout le côté, tout le lore, tout l'aspect comique et tout. Et en plus, ils peuvent apprendre des choses en même temps, donc c'est cool. Moi, dans ce que je fais, le personnage principal, c'est vraiment le film. Moi, après, qui fait des vannes à côté, c'est sympa, mais c'est juste pour faire passer la pilule, pour pas que ça soit trop chiant ou trop professoral, quoi. C'est juste pour dire, bah, on peut parler sérieusement de film en faisant des petites vannes, des trucs un peu graveleux de temps en temps, quoi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a pas marché. Et puis voilà, je suis pas un entertainer ni rien. Pareil, j'ai pas forcément une élocution, une écriture parfaite. C'est juste ça m'intéressait de travailler ça. Mais à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles ça a pas marché. Et aussi le fait que j'avais pas de médias derrière moi, à part Fier Panda. Mais Fier Panda, on en parlera plus tard, mais c'est un peu un bordel. Enfin, c'était un petit peu un bordel. Et donc, sachant qu'ils n'ont pas non plus spécialement à mettre le truc, essayer de mettre l'émission en avant, et sachant que je trouve que l'émission, elle a mis 3 ou 4 épisodes avant de devenir plus ou moins regardable. Donc, bah, tu commences... J'aurais dû commencer au bout du 4e épisode, en fait, d'être vraiment béton. Mais bon, j'aime bien apprendre et m'améliorer. De toute façon, même maintenant, je trouve pas que les épisodes soient parfaits, même si j'avais trouvé un petit peu plus mon ton, quoi. Donc voilà, je pense que c'est des raisons. Et je sais pas, peut-être un poil trop... je vais pas dire intello, mais... Je pense que j'ai des sujets très spécifiques, un ton très spécifique qui se ressent, et on rentre dedans, on rentre pas. Je dois avoir une personnalité pas facile non plus, donc... et surtout, je fais énormément de références, juste par rapport à ma culture, qui va être musicale, artistique et ciné. Et il y a plein de blagues ou plein de trucs, c'est juste des petites références, et je me dis, waouh, quelqu'un qui a pas les mêmes références que moi, il doit rien biter ou ça doit lui casser les couilles. Donc c'est sûr que si je suis pas tout le temps en train de faire des références à des trucs un petit peu grand public, c'est un petit peu difficile pour les gens d'accrocher, quoi. Donc je suis content d'avoir fait comme ça, je l'aurais pas fait différemment, mais je pense que c'est des raisons pour lesquelles ça a pas marché. De toute façon, quasiment tous mes projets, qui soient artistiques ou quoi, ça a toujours été... c'est pas grand public,
parce que c'est accessible, mais ça reste quand même super pointu. Et mes groupes et tout, ça a souvent été le cas. Succès d'estime, comme on dit. Question de Yuzu. Salut, merci pour ce moment. La question est: est-ce qu'il y a un film que tu aimerais faire découvrir et que tu trouves sous-coté ou passé sous le radar mais que tu n'as pas eu l'envie ou la matière pour l'analyser dans Grey? Perso, ce que j'aimais beaucoup dans cette émission, c'est ce côté découverte et réhabilitation de certains films. J'ai pas de trucs qui me viennent là, surtout des films Au final, je me rends compte, ma culture elle est quand même assez lambda. Il y a des films que j'avais prévu de faire et qui au final étaient sortis du pool de ce que j'aurais pu faire. Enfin, des films à traiter. Je sais pas, je pense qu'à un moment j'avais voulu faire un épisode sur Schizophrénia, Angst en langue originale, je sais plus comment il s'appelle, le réal, c'est Karl quelque chose. Qui est un des films préférés de Gaspard Noé. Je m'étais dit, tiens, je pourrais faire les parallèles, montrer aussi tout ce que Seul contre tous a pompé à Schizophrénia, sachant qu'il a aussi beaucoup pompé à Taxi Driver, à Godard et tout. Et finalement, ça m'a pas intéressé, parce que c'est quand même... Il y a pas mal de gens qui ont reparlé de Schizophrénia. C'est un film, je suppose, grâce à Gaspard Noé, qui est beaucoup remonté. Il a été réédité en DVD d'ailleurs, alors qu'il n'était pas disponible en DVD. Moi je l'avais chopé il y a peut-être 10 ou 15 ans, je l'avais chopé en VHS. Il a été réédité en DVD il y a quelques années, donc il est bien remonté. Donc au final je me dis, est-ce que ça aurait été intéressant, fait chier de traiter toujours des mêmes réals que tout le monde... Gaspard Noé et tout, j'apprécie, hein, mais finalement pas envie de parler de ça. Mais après, des petites perles que j'ai découvert... je sais pas, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais par contre ça m'arrive assez souvent, je mate un film, je m'attends à pas grand chose, et en fait, d'un coup je prends une petite tarte, mais après faire une analyse aussi poussée que ce que je faisais dans Grey, pour l'instant j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais peut-être que dans 2 ans, j'aurai l'idée d'un film que j'ai vu là à cette période. Ça c'est possible. Question suivante de DJ Aptrash, putain je sais pas le prononcer. Ok. L'affiche de The Brown Bunny en fond là, c'est l'affiche officielle? Si oui, what the fuck? Alors je sais pas si on la voit, on la voyait sur l'annonce, elle est juste au mur là. Non, c'est pas une affiche, enfin je sais pas si c'est une affiche officielle, ce qui est sûr c'est que c'était pas l'affiche d'exploitation ciné. Ça c'est un reprint que j'ai chopé peut-être sur Amazon. Je l'ai déjà vu utilisé il me semble pour l'OST ou de The Brown Bunny, mais c'est tout quoi. Et en fait j'adore ce film, j'adore cette scène, qui est une scène de fellation, la plus belle scène de fellation de l'histoire du cinéma. Et ce qui est bien c'est que c'est pas juste pour choquer, elle a vraiment un sens narrativement parlant et en termes de sentiment du personnage. Et j'aime beaucoup Vincent Gallo. Ce qui est marrant c'est que ça fait partie des réalisateurs que je pourrais complètement détester, qu'on pourrait dire comme Bobo ou ce que vous voulez, alors qu'en fait c'est un mec qui a une sensibilité artistique de dingue. Il fait ses films comme un punk, et du coup des fois il place la caméra un peu n'importe comment, il y a toujours quelque chose de fort qui se dégage, et même émotionnellement ça me touche vachement comme ciné. Donc voilà, j'aime pas trop les trucs choc pour être choc. Ce film est connu principalement pour cette séquence, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je l'ai regardé, et au final ça va tellement plus loin, voilà. Mais non, c'est pas l'affiche originale, c'est un reprint. Question suivante de Russell Wilson. Yo, vu que Maxwell a l'air d'apprécier ton travail, vous feriez une vidéo ensemble, genre un truc sur l'histoire du Talmay au cinéma ou que sais-je? Alors, Maxwell, j'aime beaucoup Maxwell aussi, d'ailleurs je fais un bisou, je sais pas s'il regardera, il a tellement de choses à faire. Moi j'étais venu faire un petit caméo dans une de ses vidéos, j'étais venu jouer un facho, voilà, c'était assez drôle, c'était assez court. J'ai pas vraiment prévu de faire des vidéos, déjà ma culture métal à moi elle est pas dingo quoi, j'ai vraiment une culture plus hardcore, punk. Et après, sur le métal et le cinéma, il y a plein de choses à dire. Sur le punk hardcore et le cinéma, il y a quelques films, mais bon, c'est pas tout le temps super intéressant. Je sais pas, moi s'il m'invite dans une prochaine vidéo, je passerai avec plaisir. Après, faire une vidéo en collaboration, vu que je fais plus de vidéos, ça aurait pas spécialement d'intérêt. Puis là, en plus, c'est cool les projets qu'il a eu avec Alt 236, son documentaire et le livre qu'il prépare.
Non, c'est vraiment mortel, quoi. Je suis content de voir que il y a des gens qui arrivent à se connecter et à faire et à produire des choses créatives. C'est vrai que moi, c'est pas forcément mon cas avec YouTube, quoi. Ça reste une démarche très personnelle, voire égoïste. Ok, question suivante. J'ai une question. Comment ça va? Bien, merci. Allez, hop, next. Question de Megaskia. Je suis désolé si j'arrive pas trop à lire vos pseudos, mais c'est juste que c'est en tout petit sur mon téléphone. Donc, à part moi ici, t'a-t-on vraiment fait chier avec Karim Debache? Bah oui. Oui, je me suis souvent pris la remarque. En fait, souvent par des gens qui découvraient la chaîne, qui voyaient un épisode et qui font ah putain c'est cool, on dirait Chroma, ou alors ah putain c'est de la merde, on dirait Chroma en nul. Donc ouais, ça arrivait assez souvent. Bah après c'est de ma faute, hein. J'ai développé mon imagerie et mon truc, je suppose, comme ça. Après il y a pire comme comparatif, quoi. Donc je vais pas m'en plaindre. C'est juste un petit peu chiant parce que je trouve quand même qu'on fait pas la même chose, comme j'en ai parlé précédemment. Mais je pense que vous qui êtes là depuis longtemps l'avez bien remarqué. Mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi spécialement Chroma, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un truc de direction artistique? Est-ce que c'est un truc de ton? Est-ce que... je veux dire, pourquoi par exemple on parle pas du Fossoyeur, tu vois? Bon, je sais pas, peut-être parce que le Fossoyeur il a un côté un petit peu plus... je sais pas, il présente avec un monocle maintenant, tu vois. Moi j'ai un côté peut-être un petit peu plus grivois, donc c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Mais oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, prochaine question. Putain, j'ai mal au dos. Un peu mieux. Alors, prochaine question. Des recos de gens, magasins, blogs, que sais-je, qui parlent bien de cinéma. Alors, non. En fait, je consomme très peu de trucs cinéma, d'émissions cinéma sur YouTube. Après, c'est mentir, parce que... Non, c'est mentir. Ok, je vais vous dire à peu près tout ce que je regarde, mais il y aura pas beaucoup de surprises. J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Bobine, enfin ce qu'ils font, parce que c'est super pointu, c'est super juste. C'est une émission que j'ai mis trop longtemps à regarder parce que putain la forme, ça m'énervait quoi. Et en fait c'est mortel. Donc voilà. Après c'est comment il s'appelle? Il y a pas longtemps je me suis fait toute la chaîne de Gorkab. Je sais pas si c'est CGM ou quoi, qui parle principalement d'effets spéciaux et très technique, super intéressant. Étant donné que je travaille dans la vidéo, même si je suis quelqu'un un peu touche à tout, j'adore quand ça parle de défis techniques et que ça parle de tout ça quoi. Et lui il est super fort là-dedans, c'est super intéressant quoi. Donc il y a ça que j'ai beaucoup apprécié. Après en podcast, il y a Capture Mag évidemment, avec Rafik Djoumi, etc., où ils avaient des podcasts fleuves, notamment genre podcast en 4 épisodes de 2 heures sur Spielberg, etc. Ça, c'est un plaisir quand ça sort. Je les défonce. C'est... Ouais, bah en fait, quand t'as des journalistes qui sont là depuis longtemps... qui connaissent vraiment et qui en plus ont des anecdotes parce qu'ils ont rencontré les réalisateurs peut-être à tel festival il y a 20 ans, qui étaient là à la sortie de tel film il y a 30 ans et tout. C'est passionnant quoi. Et en plus c'est toujours très juste et on apprend énormément de choses. Donc ouais, Capture Mag. Il y a aussi le Pifcast de Cyril qui fait les hallucinations collectives à Lyon. Et voilà, des gens très street crédibles en fait. Bah du coup je vais moins suivre des petits jeunes ou des gens qui n'ont pas trop de passif. Par contre j'aime beaucoup quand c'est des journalistes ou des gens qui sont directement dans l'industrie, donc qui font des festivals, etc. Ils ont vraiment un pied dedans, ils ont souvent ils sont beaucoup plus ouverts, et par exemple beaucoup plus ouverts que moi-même. Ouais, c'est toujours passionnant d'entendre des gens passionnés. Enfin, moi j'ai l'impression d'être complètement blasé de tout, mais c'est admirable quand je vois des gens qui, ça fait 10-20 ans qui font des trucs dans le domaine du ciné,
et qui font vivre finalement la petite scène ciné. Je trouve ça génial. Moi, j'ai jamais été trop investi dans cette scène parce que j'ai été beaucoup pris par la musique, mais je trouve ça génial en fait que ce que je connaisse dans la musique avec les concerts, ça existe aussi dans le ciné et que les gars ils se voient à des festivals, etc. et tout. Je trouve ça trop bien quoi. Donc voilà, c'est mes recommandations en termes de ciné. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, si, pour les sorties, la chaîne de Durandal, moi j'aime bien. Ouais, je crois qu'on en reparlera peut-être plus tard s'il y a pas une question. Question suivante de Hachou. Salut Hachou, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on discute. Tu avais une liste de films envisagés pour Grey. Grosse curiosité sur tes choix éventuels d'œuvres à traiter. Oui, effectivement, j'avais une liste. Alors malheureusement, je pense que je l'ai un petit peu oublié. Mais par exemple, quand j'ai arrêté l'émission, je devais faire un épisode sur... J'ai prévu de faire un épisode sur Showgirls, voilà, qui était à moitié écrit. Et finalement, je me suis démotivé, toujours l'impression que ce que je vais dire, c'est pas très pertinent, que j'ai rien à apporter. Et en plus, le moment où je l'avais mis dans la liste, et le moment où j'ai mis dans la liste et aujourd'hui, le film a quand même été vachement, comment on appelle ça, réhabilité. Donc bon, est-ce que c'est vraiment intéressant d'en parler? Moi, j'adore Verhoeven, j'avais fait mon mémoire sur l'intégralité de sa carrière, donc ça aurait été un plaisir d'en parler, mais j'avais quelques bonnes blagues dessus, mais ouais, je me suis découragé en chemin. Donc il y avait Showgirls, dans la liste, il y avait Redacted de Brian De Palma, et au final je me suis rendu compte, comme j'en ai parlé dans Diary of the Dead, ça aurait été peut-être doublon, surtout sur le côté phone footage, j'aurais dû choisir entre un des deux. Mais c'est vrai que j'aurais voulu faire une analyse comparée de Redacted et de Outrage, donc l'autre film de Palma sur un fait divers similaire qui se passe au Vietnam, qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam. Ça aurait été super intéressant parce qu'on aurait pu parler d'époque, de ressenti face au cinéma, enfin de comment une époque on perçoit un même événement, parce que ça reste un crime de guerre. Et voilà, c'était une des pistes. Après, dans les autres films que j'avais à traiter, j'aurais aimé faire un autre de Palma, et j'avais pensé, mais je l'ai vu qu'une fois, mais j'avais pensé à faire L'Esprit de Cain, parce que qui est considéré comme vraiment la chute de Palma, là où ça commence à se casser la gueule, et j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film parce que je trouve que c'est là qu'on voit tout le côté un peu cynique de Palma, où il aime bien se marrer. La photographie, c'est une photographie genre les feux de l'amour, c'est super kitsch. Tout ressemble à un manège dans le film en fait, c'est-à-dire que c'est les codes d'Hitchcock, c'est les codes habituels, mais il les a tellement caricaturés que tu vois juste des codes en fait. C'est super rigolo, pas vraiment l'impression de mater un vrai film, mais c'est vraiment genre un Hitchcock désincarné, et j'ai adoré quoi. Enfin, et je voulais en parler. Et après, il y a quoi d'autre? J'ai parlé tout à l'heure de Schizophrénia. Et oui, j'aurais voulu faire un épisode sur Assassin de Mathieu Kassovitz, qui a été une grande révélation quand j'étais jeune. C'est un des films qui m'a poussé à m'intéresser au cinéma d'auteur, on va dire, que j'ai bien plus vu que La Haine par exemple. Assassin, c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois. Donc voilà, ça fait partie des films que je voulais traiter. Je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si j'avais pas fait une liste quelque part. Si. Ah ouais, l'émission, j'étais censé la finir sur A Serious Man des frères Cohen, qui est pas un film qui a pas marché ou quoi, mais qui est peut-être mon film des frères Cohen préféré, et que je trouve exceptionnel, et pourtant qui est un peu hermétique, surtout en plus vu son sujet, vu qu'il parle vraiment de la judéité, qui parle vraiment de la culture juive quoi, enfin aux États-Unis, et ce film il me fait mourir de rire, je le trouve exceptionnel, et vraiment j'aurais aimé en parler. J'avais vraiment prévu de le faire comme dernier épisode, avec toujours j'aurais eu des peurs de dire de la merde en fait, puisque je ne connais pas forcément très bien les traditions juives, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film part de ça, mais il est accessible à tout le monde, parce que tu sens que les frères Cohen parlent un peu d'expérience, enfin ils parlent d'eux dans le film, et tu sens qu'ils sont quand même un peu justement extérieurs à tous ces codes. Enfin, je pense que c'est accessible à tout le monde, donc
j'aurais pu en parler sans dire de la merde en fait, parce que c'est pas un film élitiste ou qui s'adresse uniquement aux personnes de confession juive. Donc voilà, c'était la plupart des films auxquels j'aurais probablement parlé si j'avais continué à faire des épisodes. Après, c'est pas dit qu'on se tape pas une deuxième vague de Covid et que je fasse pas un de ces films. De toute façon, c'est pas parce que je l'ai annoncé que ça y est, la surprise est gâchée. La surprise, on s'en branle. Ensuite... Sinon, à quand la tier list des sandwichs triangles? Oui, alors faut savoir que ça va un peu mieux maintenant, mais à une époque je mangeais beaucoup de sandwichs triangles, donc à cause du travail et tout, donc je dirais ma tier list, je te la fais tout de suite. Pain suédois crudité thon, pain suédois crudité saumon, et après sinon quand il n'y a pas tout ça, un bon vieux donat classique crudité poulet, voilà. J'espère que ça t'avance. Et dernière question, toujours de Hachou. Aura-t-on un jour la chance de voir l'eau des nouilles apparaître sur nos plateformes de podcast préférées? Eh bien écoute, elles y sont, tes vœux ont été exaucés, mais je l'avais fait assez vite. Hein. C'est sur iTunes. Ah putain. C'est sur iTunes, Deezer et Spotify, voilà, et j'essaye de les sortir exactement en même temps que les vidéos. Nouvelle question de Den. T'as déjà pensé à faire une vidéo sur le hardcore et le cinéma, s'il y a assez de matière à exploiter? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais j'y avais pensé, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin voilà, je vais parler de quoi? Je vais parler peut-être de Kickback qui joue dans le chinois je crois, avec José Garcia, ça doit être ça. Et aussi ils ont un de leurs morceaux au début de Le Poulpe. Et après sur les films américains, j'aurais parlé de Green Room. Bon, voilà, je pourrais plus parler de quoi? J'aurais pu parler de Henry Rollins, qui était le chanteur de Black Flag, et puis évidemment après de Rollins Band, et qui a fini par faire une carrière au cinéma. Il a un petit rôle dans Lost Highway. Attendez. Il a un petit rôle dans Lost Highway, il joue dans Bad Boys 2. Voilà, mais après, je sais pas s'il y aurait énormément de choses à dire, parce que c'est pas un sujet qui a énormément intéressé le cinéma, je pense. Mais ce qui est drôle, c'est les gens qui viennent de cette scène et après qui en parlent au cinéma. Donc il y en a pas beaucoup, mais du coup Green Room je sais plus comment il s'appelle. Green Room est un film qui représente plutôt bien la scène punk et hardcore. J'ai vraiment bien aimé. Bien meilleur que Blue Ruin, j'ai trouvé. Le film d'avant, en fait. Question suivante de Gugugugu. Salut, pourquoi arrêter Grey? Il manque Ghost of Mars. Bah non, il manque pas Ghost of Mars. De toute façon, j'en reparlerai plus tard. Pourquoi arrêter Grey? Bah, j'ai pas le temps en fait. Juste, ça prend un temps fou. Me faire un épisode à temps plein, ça me prenait genre 2 semaines et demie, parce que j'écris lentement. Après, je replay DVD, je fais le montage, faire la voix off et faire les enregistrements. Moi, ça me prend des heures parce que je recommence tout le temps pour avoir la bonne intonation de phrase et être content de moi. Donc, ça me prend un temps fou. Et ouais, l'écriture, j'ai un travail très chronophage, plus toutes les activités que je fais à côté. Et je suis content d'être déjà allé jusqu'à 11 épisodes. Donc ouais, non, au bout d'un moment, il faut que je gagne ma vie. Et ça reste un passe-temps. Puis en plus, je commençais à me lasser, tout simplement. Donc je vais pas continuer pendant 1000 ans si au bout d'un moment ça se voit que j'ai plus la foi. Déjà, je crois que sur le dernier épisode, ça se voit que je suis un petit peu blasé. C'est pas la faute... Enfin, c'est pas la faute à l'épisode, j'avais vraiment envie de le faire, hein, mais franchement, jusqu'au dernier jour, je trouvais que c'était de la merde ce que j'avais fait. Il y a juste au dernier moment, quand tout commence à enfin s'assembler, et qu'il y a la musique, et qu'il y a tout ça, je fais ah ok, non ça va, c'est pas trop de la merde, bon t'as pas fait un truc honteux, donc ça va, c'est ok quoi. Question suivante de Dr Pepper. Salut, t'as l'air d'un amateur de Lynch, du coup je me demandais si t'avais un film préféré du gars. Alors oui, je suis un gros amateur de Lynch, et aussi bien en tant que cinéaste qu'en tant que plasticien en fait, et qu'artiste contemporain. Je me souviens quand il y avait eu l'exposition, qui était la première exposition européenne je crois, de ses peintures à la Fondation Cartier vers 2006. Putain, c'était un bonheur quoi. Enfin, c'est un mec, je sais que ça fait souvent...
on dit souvent que les fans de Lynch c'est des putains de soit des bobos, soit des étudiants en cinéma, etc. Et moi qui ai une culture à la base de films très populaires, Lynch ça m'a très vite touché, super jeune en fait. Ça m'a attiré à cause de tout le côté mystérieux, tordu, torturé. Et ouais, donc et aujourd'hui encore, ça fait partie des cinéastes. Je regarde un de ses films, ça bouge pas quoi. J'ai tout le temps envie de chialer. C'est un seul cinéaste qui me fait peur aussi. Donc ouais, un film préféré. C'est assez compliqué. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est le film Twin Peaks, avant la série. Donc vous imaginez que j'ai adoré alors que j'ai rien compris. Mais putain, c'était tellement fort en termes d'image, en termes de tout. J'adore Twin Peaks le film. Plus jeune, j'aurais dit Lost Highway. Parce que en plus, dedans t'as de la BO, t'as une BO un peu métal, il est vraiment tordu. Et il est surtout, il a un côté un peu cradingue. Je le préférais à Mulholland Drive. Parce que l'esthétique de Mulholland Drive me plaisait un peu moins. C'était le côté genre les paillettes, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je préfère largement Mulholland Drive parce que il est complètement maîtrisé et c'est un film qui est très très didactique, contrairement à Lost Highway où il y a facilement des fausses pistes, etc. Enfin, il y a des trucs pas résolus, alors que vraiment Mulholland Drive c'est juste un puzzle et il te file la clé à un moment et puis bah allez, go on quoi. Kiffe maintenant. Et je trouve le film magnifique, je trouve le sujet, tout est magnifique dans le film. Donc Mulholland Drive, un de mes préférés aussi. Évidemment Eraserhead, que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma aussi. Et putain, enfin j'ai pas à sa sortie, hein. Je suis pas si vieux que ça. Mais je l'ai vu au cinéma lors d'une rétrospective il y a une dizaine d'années. Et ouais, le travail sur le son, tout est exceptionnel. Je le mate pas super souvent, mais enfin c'est un film qui est tellement... Enfin voilà quoi. Et après, juste petite mention, j'aime beaucoup Inland Empire, je suis allé le voir 2 fois au cinéma quand il est sorti. C'est clairement pas celui que je me mets le plus facilement, j'ai dû le voir que 3 fois en tout, parce que à chaque fois c'est un gros bloc, et surtout qu'il faut accepter de se laisser aller, parce que c'est pas un film qu'on peut vraiment analyser ou qu'on peut remettre dans l'ordre, c'est vraiment complètement éclaté, éclaté dans le sens... éclaté, pas éclaté au sol. Et... faut le prendre pour les émotions qu'il fait ressentir en fait. Voilà, moi je le prends comme une expérience sensitive, comme un album de noise en fait, ou un album d'ambiance. Et ouais, c'est... Voilà, je pense que c'est ça mes œuvres favorites. Ensuite, je continue sur tes questions, Dr Pepper. Dommage que tu restes pas dans le cinéma game de YouTube, j'aurais adoré te voir prendre part au fameux clash anal génocide Padawam. Je sais pas si vous avez suivi ce drama. Oh là là, mais c'est tellement la catastrophe. Ça me fait marrer parce que Padawam, ouais, Padawam, c'est DG quoi. En fait, je me souviens d'une époque où déjà il y avait des faux clashs avec un mec de Dailymotion qui s'appelait Edge. Et ils avaient monté une espèce d'embrouille parce qu'ils voulaient monter un site, etc. Ils avaient fait croire à un drama alors que c'en était pas vraiment un. Mais après, eux, ils avaient toujours plein d'histoires. Edge, ce mec, avait balancé pas mal sur Usul à l'époque et tout, c'était amusant. Et il continue à faire ses vidéos, mais j'avoue, je suis plus trop. Mais par contre, ça fait partie des mecs que je suivais à l'époque de Dailymotion, évidemment. Sinon, grave, ouais, bon, ça c'est des compliments, donc je les saute, mais je te remercie. Hein. Ah oui, autre question. Je viens d'y penser, mais tu pourrais nous raconter un peu la jeunesse du projet, donc je l'ai fait précédemment. Et comment s'est créé ce partenariat avec Fier Panda? Le partenariat avec Fier Panda, en fait, c'est simple. Moi, j'avais déjà fait des petites vidéos, des teasers pour Fier Panda à l'époque où je commençais à bosser. On avait des contacts en commun, notamment mon chanteur dans le Gis, je crois qu'il écrivait un peu sur Musique Industrie, le site d'avant Fier Panda qu'avait le mec qui tenait Fier Panda. Donc voilà, j'étais plus ou moins dans l'équipe. Et en fait, je m'étais dit, bon, si tu fais des vidéos et que tu les sors tout seul sur YouTube, ça va rien avoir, tu vas pas avoir de relais. Fier Panda, c'était un site qui était participatif où tout le monde pouvait apporter ce qu'il voulait. Et du coup, ce qui faisait que le site n'avait pas trop d'identité non plus. Mais au moins, c'était vraiment participatif, chacun participait à son rythme, etc. Et en gros, moi, je lui ai dit, bah vas-y, je te produis du contenu vidéo, on le brande Fier Panda, c'est-à-dire qu'à la fin, on met
on met le logo, etc. Et toi en échange, bah t'en parles, et puis comme ça te fait du contenu, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, après bon bah ça a fini par péricliter parce que de toute façon tous les gens se barraient du site, il y a eu un peu des embrouilles. Et après moi je pense qu'ils ont pas, enfin il a pas trop apprécié que il aurait vraiment voulu que je fasse quelque chose de plus dans l'esprit de Fier Panda, c'est-à-dire un peu plus caustique, et surtout que je parle plus du site en lui-même. Et en fait ça l'énervait de voir que je mettais juste le logo Fier Panda à la fin, et du coup on a l'impression que j'étais complètement détaché du site internet en fait. Et ça il me l'a pas mal reproché, puis bon à la fin voilà ça s'est terminé. Et puis basta quoi. Mais ouais en plus, moi dans l'ensemble, les gens qui suivaient l'émission, ils étaient toujours plutôt bienveillants, etc. Parce que je suis pas quelqu'un dans un esprit de troll. Alors que par contre, Fier Panda, toutes les publications, les commentaires, c'était la plaie parce que comme Fier Panda c'est un site de troll qui se croit un peu plus malin, et ben les gens dans les commentaires c'était toujours ça quoi. Et au bout d'un moment en fait ça devient genre ultra fatigant. Enfin moi lire les commentaires ça m'absorbait, c'est un vortex de merde quoi. Donc ouais moi Dieu merci finalement mes vidéos sortaient sur Fier Panda, mais les gens qui les suivaient, et ben ils étaient tous super sympas, et je me tapais pas les mauvais côtés de Fier Panda, donc c'était super cool de faire ça ensemble. Voilà, maintenant c'est terminé, et puis bon bah moi j'ai fini mon truc, et puis Fier Panda c'est fini aussi, mais ouais pas de regret par rapport à ça. Aussi Supline Pépite qui est Deadly Premonition, t'aurais d'autres jeux du style à nous conseiller? Du style? Ah putain ça me vient pas là. En fait moi j'aime les jeux un peu expérimentaux et narrative driven. Donc un jeu dans le style de Deadly Premonition, bah mec fait les Yakuza en fait, mais les Yakuza tu vas avoir une histoire de Yakuza quoi, mais en réalité Deadly Premonition c'est une version cassée un peu de Yakuza avec l'esprit tordu de Suai 65. Mais des jeux dans le style, non, j'ai rien vraiment dans le style. Après, des jeux que j'ai appréciés dernièrement, où j'ai pris une tarte, je pense que, je sais pas, le dernier jeu auquel j'ai vraiment pris une tarte de ouf, c'est Control de Remedy. J'ai pas pris une tarte pareille, peut-être depuis Deadly Premonition, tu vois, par exemple. Parce que là, la narration est vraiment cool. Il y a des défauts, mais l'univers et tout, j'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment, un des meilleurs trucs auxquels j'ai joué ces 10 dernières années. Avec bien sûr Dark Souls, etc. Mais bon. Prochaine question d'Edouard Lamétrie. Salut Edouard. Yo, l'absence de vue de Grey restera pour moi une grosse injustice de YouTube. Je suis un gros fan de vidéos de Cinoche et Grey dominait vraiment le game à mes yeux. Merci, ça fait plaisir. Avec du contenu qualitatif et vraiment différent. Pas de top 10 et pas de film Marvel à l'horizon. Bon, il y en a quand même pas mal d'autres sur YouTube qui font des trucs intéressants. Si tu devais refaire Grey, est-ce que justement tu ferais des trucs différents pour gratter des vues? Et sinon en vrai c'est vraiment fini Grey. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je devais refaire Grey, je ferais quasiment tout de la même manière. Il y a quelques choix que je ferais différemment, notamment évidemment sur la technique maintenant que j'ai progressé. Peut-être aussi sur les choix de partenariat, si je devais en faire un vrai projet, peut-être que j'essaierais de gratter plus des partenariats avec des sites internet. Le seul mail que j'ai envoyé dans tout le temps où a duré Grey, c'est que j'avais envoyé un mail à Nesblog parce que vraiment j'aimais vraiment bien ce qu'ils faisaient, tout leur contenu. Mais ça les intéressait pas. Et en plus que Nesblog commençait à se casser la gueule. Puis de toute façon, tu sais, ils avaient Crost, Chroma, pourquoi ils vont prendre un mec qui fait un truc un peu dans le même genre mais différent, ça avait pas de... Mais juste j'avais envoyé pour me dire, allez regrette pas parce que... Enfin vraiment Speed Game et 80 miles à l'heure, c'est des trucs, je les ai bouffés, je les ai vus 1 milliard de fois quoi, parce que c'est pareil, comme je disais, j'adore les trucs techniques, je trouvais ça passionnant. Jamais je ferais de ça, mais je trouve ça passionnant d'en entendre parler. Donc voilà, mais sinon je ferais rien différent pour gratter plus de vues, parce que les vues c'est pas la finalité. Je suis désolé, vous allez entendre mon briquet. Bien sûr j'aurais aimé avoir plus de vues, mais... c'était pas un projet professionnel, c'était pas un projet pour gagner de l'argent, etc. J'aurais juste aimé avoir plus de vues, comme ça plus de gens auraient pu voir les films, puis voilà quoi.
Mais non, je ferais pas différemment parce que si j'ai pas envie de parler d'un film, ça va pas être intéressant, ça va être nul. J'ai pas envie de faire le guignol juste pour gratter des vues. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler des films, de dire ce que j'avais ressenti et faire quelques blagues là-dessus et basta quoi. Il y a un pote qui m'avait dit, il fait ouais, peut-être que tu devrais faire un format plus court maintenant. Que t'as moins le temps et parce que c'est long des fois pour les gens, 20-30 minutes. J'ai envie de dire, bah si c'est long, et bah qu'ils aillent niquer leur mère. En fait, je me suis jamais forcé à trop couper ou à trop déblatérer pour rien dans l'émission. On est sur internet, c'est pas pour faire des formats et d'être complètement enfermé dans quelque chose quoi. Donc j'ai toujours pris le temps que je trouvais nécessaire pour parler du film. Et voilà quoi. Donc non, je referai pas les choses différemment et je parlerai pas d'autres films, ça c'est sûr. Question suivante donc. Et sinon c'est vraiment fini, Grey, ouais. Oui. Question de Megaskia, raconte ton parcours. Bah. Mon parcours, tu veux... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien de particulier. Je suis allé à la fac, j'ai fait une fac de ciné avec un master de recherche en cinéma, tout simplement parce que je savais pas quoi faire de ma vie, mais que j'aimais bien le cinéma et que j'étais dégoûté de l'école. Moi les études ça a été toujours un peu chiant, j'ai toujours dormi en cours, etc. J'étais pas très bon. Et la fac de ciné, la licence, j'étais pas spécialement dans un bon mood quand je l'ai fait, donc j'ai appris des choses, mais j'ai appris des choses un peu a posteriori. J'entendais parler de films qui m'intéressaient pas trop, genre les vieux films, genre je sais pas, je veux dire La règle du jeu de Renoir. Quand on est arrivé en cours, t'as un des profs qui nous disait ah si vous avez pas vu La règle du jeu de Renoir, vous avez rien à foutre là. Je fais ah ouais bah je vais pas le regarder. Et j'ai fini par le regarder après la fac sur Arte un soir et j'ai trouvé ça mortel quoi. Mais parce que j'aime pas qu'on me force. Ma directrice de mémoire était une spécialiste de Godard et la fac était très orientée Nouvelle Vague. J'ai quasiment vu aucun film de la Nouvelle Vague. C'est un peu la honte. Maintenant, je commence à avoir envie de les voir, mais à l'époque, pour moi, c'était épidermique quoi. Déjà, j'avais ce côté un peu punk. J'arrive, je fais non, moi j'ai envie de parler des trucs que j'aime et tout. C'est débile. Hein. En fait, faut essayer de s'intéresser à tout. Mais j'étais comme ça. Donc j'ai fait la fac. Et par contre, j'avais toujours été intéressé par le montage. J'avais essayé de faire un BTS. Le BTS de Boulogne, hein, qui est un des rares BTS publics. Évidemment, j'avais un dossier de merde, donc je me suis fait recaler. Et Dieu merci d'ailleurs. Et je voulais pas faire d'école privée parce que mes parents voulaient pas en fait, parce que ça coûte de la thune. Et je les remercie encore une fois de pas m'avoir fait ça parce que j'aurais détesté cette norme complètement. Je suis content en fait d'avoir été à la fac et d'avoir continué à me faire ma culture et surtout d'avoir appris le métier par moi-même. Donc du coup je faisais de la vidéo pour la musique, etc. J'ai fini par décrocher un stage chez Sony Music où j'ai fait de la vidéo à ce moment-là. J'ai appris vachement, c'est là que j'ai appris le motion tout seul un peu. Et voilà, depuis maintenant peut-être 8 ans, un peu plus, je suis motion designer en freelance et ça marche très bien pour moi. Donc voilà, je travaille principalement dans la communication et la pub, mais non, ça va, c'est cool. Je suis content d'avoir pu faire mon trou tout seul sans avoir de diplôme adéquat, on va dire. Parce que bon, le diplôme de cinéma, c'est intéressant pour la culture, pour ton parcours, mais c'est pas quelque chose que les employeurs recherchent. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des milieux, en fait, qui acceptent très bien les autodidactes. Et il suffit juste d'être déter, passionné, et puis de faire des projets. Et en fait, si t'es quelqu'un de fiable et qui se démerde bien, tu trouveras du taf, quoi. En région parisienne. Je suis désolé de le dire, je sais pas comment ça se passe en province. Vas-tu ouvrir une chaîne Twitch? Alors, non. Comment dire? Déjà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, donc je vais pas ouvrir une chaîne Twitch. Bon, il n'y a pas que du jeu vidéo sur Twitch, hein, je pourrais faire des lives. Mais non, ou alors si j'ouvre une chaîne Twitch, c'est pour faire à l'occasion des lives de l'eau des nouilles avec l'équipe. Mais sinon, non, j'ai pas prévu de faire de chaîne Twitch. En fait, je vais vous expliquer, c'est très simple. Je suis pas quelqu'un qui est... Enfin, même si ça va, je suis assez à l'aise à l'oral.
Je vais dire quelque chose d'assez négatif hein, sur Twitch. En fait, c'est du flux. C'est beaucoup du flux. Ça m'arrive de mater des replays. Non. Ça m'arrive de mater des replays. Ce que je trouve ultra fatigant en fait. Parce que pour 1 minute d'information intéressante, tu te tapes 10 minutes de remplissage ou de merde, etc. Après, j'en suis pas beaucoup, donc vous allez me dire non, tu dis n'importe quoi, ce qui est possible. Je vous donne juste mon opinion. Et c'est du flux, et en fait, j'ai pas le temps. Si j'ai envie d'avoir du flux, en fait, je vais écouter de la musique. Par exemple, quand je travaille, à une époque, je mettais un petit peu des trucs Twitch, etc. Mais en fait, je vais mettre de la musique parce qu'au moins ça va remplir l'espace sonore, je vais pouvoir écouter des trucs, me concentrer. Mais en même temps que je travaille ou que je fais autre chose, je peux écouter de la musique. Donc en fait, mon cerveau, il va faire 2 choses en même temps, il va accumuler encore plus d'informations. Alors que Twitch, je vais avoir l'impression de me taper juste du bruit pendant 10 minutes et ça va me rendre zinzin. Donc non, en plus tout le monde en fait, j'ai absolument aucune légitimité et aucun intérêt en fait à aller sur Twitch. Ou alors ce qui pourrait être drôle, mais on peut pas le faire parce qu'on se ferait striker, ça serait... Il y en a qui avaient essayé de le faire, enfin je crois que Nesblog ils avaient déjà fait 1 ou 2 lives comme ça. C'est de faire un Twitch, on mate un film et on en parle. Mais vu que le film il va se faire striker par Twitch, bah nique ta race quoi. Ça fait chier d'être complètement enfermé comme ça. Franchement, je comprends la législation des droits d'auteur et tout, mais j'estime que pour certaines utilisations, ça fait plus du bien à l'œuvre d'en parler, de faire des trucs autour que de tout bloquer quoi. Mais bon, les majors. Hein. Quel est ton pire souvenir au cinéma ? Mon pire souvenir au cinéma, souvenir de film. Ouais, je sais pas, en fait je vais pas beaucoup au cinéma, ce qui m'évite du coup de voir pas mal de merde. En général quand je vais voir des trucs, que j'apprécie, ou que je sais que je vais apprécier. Pire souvenir, j'ai passé un très mauvais moment devant The Spirit, je crois, le film de Frank Miller. J'ai passé un très mauvais moment devant Star Wars 7. Ouais, c'est ça, hein, Star Wars 7. J'ai passé tout le film à souffler, quoi. J'étais là, j'ai l'impression qu'on me prenait pour un con. Je suis pas un gros fan de Star Wars, mais alors là, j'ai trouvé que c'était le degré 0 du cinéma. J'ai dit, vas-y, j'irai plus en voir parce que je prends aucun plaisir. Je sors de la salle, je suis énervé. Aucun intérêt, quoi. Donc, ouais, non, ça c'était un très mauvais souvenir de cinéma. Dernièrement, le remake de Suspiria, j'ai passé un super mauvais moment. En plus, le film, je m'étais dit, vas-y, ça va être cool, ils ont l'air de pas trop coller à l'original, la photographie a l'air belle. Oh putain, j'ai détesté. Donc, mais c'est pas le pire moment, mais c'était pas cool. Et après, sinon, les pires moments, autres que film, ouais, ça va être les embrouilles avec des spectateurs. Je me souviens que j'étais allé voir The Tunnel, le film coréen, il me semble, dans le 15e, et la salle était blindée, je sais pas pourquoi, ça devait être les vacances. Et devant moi, t'avais une meuf avec son McDo au ciné, et qui commence à décrocher pendant le film. Bah direct je l'ai pris, je fais ouais par contre, tu sors. Et après t'as des yeufs qui ont passé la séance à parler super fort, enfin des yeufs, des gens de 40-45 ans, à parler super fort et à taper dans les sièges. Et à la fin du film, je suis retourné, je fais bah... Tu sais, si vous voulez parler, matez les films chez vous, tu vois, et vous êtes mal élevé, et ils l'ont mal pris. Ils l'ont mal pris qu'un mec comme moi, tatoué avec une casquette, leur dise qu'ils étaient mal élevés. Donc voilà, c'est pas parti en embrouille, mais c'était pas loin. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles je vais plus trop au cinéma, quoi. Alors, suivant. Désolé pour les bruits de briquet. Hein. Question de Jean Périnet. Super taf, merci beaucoup. As-tu d'autres youtubeurs à partager ? J'attends le prochain épisode de l'eau des nouilles avec impatience. J'en parlais tout à l'heure, donc des youtubeurs ciné, j'ai parlé de ceux tout à l'heure, mais en fait qui sont connus. Et après, je switch beaucoup en fait. J'en regarder masse de quelqu'un pendant un moment, et puis après je vais tourner, et puis je vais y revenir, et ça dépend quoi. Par exemple là, ces derniers temps,
Je me suis maté presque tout Monsieur Plouf, alors que j'avais jamais regardé, un peu comme Monsieur Bobine, la forme me bloquait, alors qu'en réalité la forme elle est trop bien. Une fois qu'on a capté le truc, tout ce côté minimaliste, genre, enfin paint et tout, en fait c'est mortel quoi. Puis il a tellement une voix de ouf, et la vie je suis pas tout le temps d'accord avec, mais donc ouais, je me suis tout fait, c'était un plaisir. Du coup, en ce moment, je me fais des critiques de Pseudoless aussi, donc en plus, comme les deux, ils font souvent des trucs ensemble. Et sinon, non, en fait, il y a des trucs d'il y a longtemps que je remate avec plaisir. Genre les creepy as shit, ça j'adore leurs analyses. La forme pareil est un peu compliquée, mais j'adore leurs analyses, donc bah voilà, des fois je fais tiens, j'ai envie de me taper une analyse de 40 minutes de Silent Hill, je l'ai déjà écouté 10 fois, bah c'est pas grave, c'est parti, je la refais. Voilà, il y a ça, puis sinon en ce moment je matais quoi ouais, en ce moment je matais les vidéos de Punky parce que alors lui ça fait ultra longtemps qu'il est là, j'ai jamais trop regardé, et puis en fait voilà, je tourne, je mate des petits trucs, mais sinon j'ai pas vraiment de youtubeurs pas connu à faire découvrir malheureusement. Je regarde finalement pas énormément la scène YouTube. Et évidemment, un des meilleurs, hein, Mea. Dès que Mea sort une vidéo, pareil, c'est tellement documenté, bah, on la bouffe direct quoi. Même s'il a souvent des choix qui sont très culture populaire, etc., un peu nostalgiques, qui moi vont pas tout le temps m'intéresser, ou alors j'ai pas, quand il va parler de Disney ou des Disney, ou enfin des films d'animation, parce que c'est pas essentiellement Disney, hein. C'est passionnant, mais c'est vraiment des trucs qui m'intéressent pas trop à la base. J'ai pas de nostalgie par rapport aux films d'animation de quand j'étais petit, donc mais il le fait toujours tellement bien, donc ouais, voilà. Mea, pareil, un des mecs on peut se demander, qui est là depuis tellement longtemps, on peut se demander pourquoi ça explose pas plus. Bah parce que c'est trop pointu en fait, mais continue comme ça. Question de Totostan. C'est quoi la suite alors? Eh ben... bah pas de suite. Enfin pas de suite. La suite c'est... la suite bah c'est l'eau des nouilles. Pendant on verra le temps que ça dure. C'est un format que j'aime bien faire pour l'instant. Je pense que ça va durer pendant un moment, puis dès que je vais me lasser, ou dès que, en fait, à mon avis, dès qu'on va vraiment bien maîtriser le truc, que ça sera bien cadré, je vais faire ok, c'est bon, on arrête, ça me pète les couilles. Moi, ce que j'aime, c'est progresser, après rester stagnant et tout. Puis bon, on va pas se mentir, hein, le hardcore c'est cool, mais au bout d'un moment, qu'on aura essoré nos vannes et essoré les scuds, bon bah, ça va finir par se répéter. Donc là, on fait tant que c'est sympa, puis après, bah, je passerai à autre chose. Question suivante de Cyril Desmesures. Un poster ou autre goodies autour du Cinoche qui te tient particulièrement à cœur. Alors, ouais, j'ai pas énormément de goodies de Cinoche, mais je dirais, en fait, la première affiche que je me suis achetée, qui est l'affiche de Seul contre tous, l'affiche cinéma, et qui est super rare, je pense, parce que je l'ai jamais revue sur internet. Je l'ai pas payé une fortune à l'époque, hein. Je vous dis ça, je l'ai acheté il y a 15 ans, je l'ai payé peut-être 50 balles, et à l'époque j'étais fan de ce film. C'était mon côté un petit peu provoque et tout. Maintenant j'en suis revenu, même si j'aime beaucoup, il est très fort, hein. Je suis encore allé le voir au cinéma il y a pas si longtemps, mais je serais pas autant dans le worship. Mais cette affiche est super importante pour moi, surtout qu'en fait mes parents ils me laissaient pas avoir des affiches de ciné. J'aime les affiches de ciné taille réelle, et mes parents ils me laissaient pas en avoir. Donc là j'étais adulte, quand je l'ai acheté, bah, ça m'a vraiment fait du bien. D'ailleurs j'ai une anecdote très rigolote comme ça, très rigolote là-dessus. Dans la ville où j'habitais quand j'étais petit, il y avait une brocante, et il y avait un mec qui vendait des affiches. Voilà, un jour il y avait une... Et j'avais acheté une affiche de Spider-Man de Sam Raimi qui venait de sortir au cinéma. Et je l'ai payé cher en plus, hein. Je l'ai ramené chez mes parents. Et quand ils l'ont vu et que j'ai commencé à la mettre sur le mur, ils ont fait ouais non c'est mort, ça prend trop de place, tu retires ça tout de suite, tu vas l'amener quoi. J'ai dû ramener en pleurs l'affiche au mec quoi. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'après j'ai fait ok, maintenant je suis adulte, j'habite où je veux, bah vas-y j'achète des grandes affiches qui prennent toute la place, à la grande... au grand désespoir de ma copine de l'époque, qui m'aimait bien, qui trouvait que ça bouffait trop les murs. Mais donc du coup j'ai toujours le droit à une affiche à afficher, et après on les fait tourner quoi. Donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est une des affiches les plus importantes. Et la deuxième c'est celle de Henry, Portrait of a Serial Killer, qui est
une de mes affiches préférées qui m'a été offerte par ma chérie en plus. Et j'adore cette affiche graphiquement, j'adore, elle est exceptionnelle. C'est celle qu'on voit très furtivement au début de l'épisode sur Diary of the Dead. Et ouais, je la trouve... c'est une de mes affiches préférées, quoi. Et en petit bonus, je vais dire l'affiche de La chair et le sang que j'avais acheté pour un épisode et que j'ai jamais mis, de Paul Verhoeven, qui est magnifique comme affiche aussi, et je suis content, je l'ai pécho pour pas très très cher. Elle est vraiment mortelle, quoi. Alors, question suivante. Harry Potter ou Star Wars? Bah, Star Wars c'est quand même plus important en termes de film. Enfin, ouais, en termes de film, Star Wars, parce que la première trilogie, et voilà, et même l'épisode 1, 2, 3, ça m'a pas remué, mais je trouve pas ça aussi horrible que ce que les gens veulent bien dire. C'est surtout des films assez politiques, c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, Star Wars, les films Harry Potter, hein, c'est de la merde quand même. Après, les romans, je les ai lus, hein. Les romans, par contre, sont très bien. Enfin... Des fois c'est vraiment oh putain la fin et tout, je spoil pas, mais la toute fin, le dernier chapitre, mais non sinon les romans marchent bien, et pour de la littérature jeunesse c'était assez bien foutu, et il y a quand même des trucs assez bressons et tout, donc voilà. Ok, question de Félix Breteau. Yo, tu comptes regarder New Kids Turbo ou pas, putain? Alors, salut Félix, j'espère que tu vas bien. Il faut savoir que Félix m'a recommandé il y a maintenant 4 ou 5 ans de regarder New Kids Turbo, et je sais pas si New Kids Turbo c'est le 2 ou quoi, bref. 2 films flamands il me semble, il me les a envoyés, il m'a fait des WeTransfer, etc. J'ai dit ouais je mate ça dès que je peux. Je les ai jamais matés, et je les ai toujours sur un disque dur, et je les ai toujours pas matés. Et à chaque fois que je passe ma souris dessus, j'ai un petit... je commence à me sentir oppressé, tu vois. Je fais ah putain, c'est vrai, j'ai toujours pas regardé. Je regarderai un jour, mais là j'ai pas eu l'envie, donc en 5 ans ou 4 ans, j'en suis désolé. J'exagère, hein, c'est peut-être 3 ans seulement, mais bref. Question suivante de Jean M. Fais pas le con d'Eichel, c'est mortel, t'es gré. Quid de faire une parenthèse... quid de faire un partnership avec un YouTuber que tu aimes bien pour booster la chaîne et ensuite continuer tes bijoux? Alors non, parce que j'ai pas spécialement envie de continuer la chaîne. Donc même s'il y avait plus de gens, j'ai pas envie d'avoir un discours de type ouais bah si j'ai arrêté c'est parce qu'il y avait pas assez de gens qui regardaient, vous méritez pas. Non, ça me fait un petit pincement au cœur, j'aurais aimé qu'il y ait plus de gens qui regardent, mais après ça changerait rien pour moi, même si la chaîne demain elle avait 1 million de vues. Bon après je dis pas parce qu'il y aurait de l'argent à se prendre avec les partenariats avec NordVPN, mais mais non, j'ai pas, puis en plus je suis pas du tout quelqu'un qui va aller gratter. J'ai pas envie d'aller me forcer d'aller faire des partenariats avec des youtubeurs si c'est pas mes potes à la base ou si je les ai pas rencontrés. Faut que les choses elles se fassent naturellement, donc non c'est pas dans mon esprit, et c'est pas de toute façon je me sens complètement en décalage avec j'allais dire avec YouTube, mais après avec la société en général, mais du coup ça serait pas du tout dans mon idée de faire ça, parce que pas envie d'aller gratter, je fais mon truc dans mon coin, je l'ai toujours fait comme ça, et ça me va très bien, et puis bah, si ça suit pas en termes de vues, c'est pas grave, c'est pas ma vie quoi. Donc c'est juste quelque chose que j'ai fait avant tout pour moi, pour apprendre des choses, pour me faire plaisir, et si ça avait pris, tant mieux. Ça a pas pris, bon c'est pas très grave, en tout cas ce que ça m'a appris humainement, c'est quand même là quoi. Alors, question de Sylvain Labouré. Salut Sylvain. Bonjour, je suis pas sur les réseaux sociaux, du coup je ne suis peut-être pas au courant de tout. Pourquoi arrêter Grey? À ma connaissance, tu n'as pas fait de remarques sur ta lassitude du format, et je ne vois pas dans ton dernier épisode, ou même dans Grey de manière générale, un fil conducteur qui ferait que tu as fini le thème de ton émission, de ta série. Il n'y a pas de conclusion à proprement parler, où je suis bigleux fini. Bah, la raison, c'est tout simplement en fait que j'ai pas le... Ah putain. Alors qu'il me suffirait d'aller dans les options pour retirer l'économiseur d'écran, mais non. Bref. La raison, c'est tout simplement que... Déjà, on grandit. J'ai pas le temps, comme je l'ai dit avant. Et surtout, il s'est
opéré une cassure pour moi au moment où j'ai fait la pause, la pause, où j'ai arrêté tout simplement d'un coup, ce qui a pu sembler complètement abrupt. Mais après, les choses se sont bien enchaînées parce que Fier Panda a arrêté aussi. Voilà, moi dans ma vie, je suis allé vers de nouvelles choses. J'expliquerai peut-être après pourquoi ça s'est arrêté brusquement. Mais ouais, finalement, j'avais plus envie, donc si j'ai plus envie, moi mon objectif à la base, c'était tu fais 10 épisodes, donc voilà, j'ai dit je ferai une deuxième saison. Bah bon, elle est pas finie. Après, j'avais commencé à faire des trucs un petit peu avec du lore ou un petit peu des trucs qui reviennent, et c'est la grossière erreur. Enfin encore, c'est quelque chose là, ça me fait marrer parce que ça enrichit un petit peu. Mais putain, vous imaginez si c'était parti avec plus de sketch ou de trucs comme ça et que ça devienne gênant, comme quasiment tout le monde qui fait ça. Enfin, je sais pas, je regarde par exemple Chroma, pour moi, leurs histoires de lore, c'est ce qui les a complètement perdus. Le Fossoyeur de film, j'en parle pas. Ouais, en fait, ce qui était intéressant, c'était les films. Donc, je sais pas ce que ça aurait donné, mais après, ça restait juste des blagues et tout, un peu méta. Ouais, ça aurait été quand même assez cool, même si on tombe vite dans ces gimmicks. Mais par exemple, le joueur du grenier, je trouve qu'il fait ça trop bien, quoi. Avec Seb, ils sont là depuis quoi? Depuis 10 ans. Enfin... Et ils ont toujours réussi à avoir assez de lore pour que ça soit rigolo et pas tomber dans les trucs relous, quoi. Donc non, par contre, putain, chapeau à eux. Enfin, quand je pense, ces mecs, je regarde toujours leurs vidéos, ils me font toujours marrer. C'est assez cool, quoi. Donc du coup, ouais, puis voilà, aujourd'hui, avec mon travail, j'ai pas forcément le temps de le faire. Puis voilà, j'ai plus... Enfin, je l'ai dit, je suis un peu dégoûté de YouTube, mais pas par rapport à l'émission, c'est juste en général, je trouve qu'il y a plus le feeling de création et sympa qu'avait YouTube avant. Maintenant, c'est vraiment un truc où les gens, ils font une vidéo, la première chose à laquelle ils pensent, c'est est-ce que je vais pouvoir la monétiser? Alors, je sais pas, tout le monde est pas comme ça, hein. Mais puis il y a tellement de monde, il y a tellement d'opinions, de gens dessus. Bon, se noyer dans la masse, ouais, j'ai jamais trop aimé être un dans la masse, quoi. Donc autant arrêter et faire autre chose. Je veux dire, je suis dans la musique, je suis dans d'autres domaines où peut-être j'ai plus ma place que sur YouTube. Donc c'était un bon exercice. Mais voilà, je pense que ça n'avait pas besoin de plus de conclusions que ça. Et je pense que le dernier épisode, au contraire, ça se voit que je suis un petit peu blasé ou que voilà, fini les conneries, quoi. Et ça suffit amplement. Continueras-tu de parler de cinéma sur ta chaîne avec un autre format? Tu m'as donné l'envie de regarder plein de films, dont Los Angeles 2013, qui est en effet un meilleur film que New York 97. Yes. Après, c'est un peu le côté un peu provoque, hein. Les deux sont... Enfin, je prends plus de plaisir à mater Los Angeles 2013. New York 97 est un meilleur film. Mais voilà, sans New York 97... tout le côté métal de Los Angeles 2013 n'existe pas, donc voilà, quoi. Puis moi j'ai toujours aimé les films un peu beauf des années 90 et tout, c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Du coup j'en profite pour te remercier. T'as une belle cinéphilie, est-ce qu'on va officiellement lui dire au revoir? Je sais pas, ça se trouve un jour je vais faire un podcast ou je vais faire un autre truc autour du cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que là depuis la pause, je mate presque plus de films. J'ai pas trop envie. Après, de temps en temps, je vais me faire une session, un week-end, je vais en regarder 5 ou 6. J'ai beaucoup rematé des films que je connaissais déjà, par contre. Ouais, je sais pas, on verra, faut jamais dire jamais. Enfin, ma passion pour le cinéma, elle est pas partie. Et déjà, quand j'ai fait l'émission, à la base, c'était parce que pour renouer un petit peu avec ma passion du cinéma, que j'avais laissé de côté pour la musique pendant 4-5 ans, quoi. Je m'étais dit, ah putain, j'aimerais bien reparler de cinéma. C'est vrai que quand j'étais à la fac, au moins j'écrivais et tout. Donc c'était un moyen de refaire un peu des analyses. Et voilà, là j'ai plus trop envie, mais ça reviendra peut-être. Pourquoi Collatéral c'est bien, mais en fait non. Bah non, Collatéral c'est pas bien, donc en fait oui. Voilà, puis après, merci pour les compliments. Écoute, je suis désolé, vous me voyez comme une petite vieille sur mon téléphone portable. C'est compliqué, hein, je vois que dalle. Donc merci Sylvain. Ok, putain, encore des grosses questions. Question de Julos, je suppose Thomas. Vous écrivez avec des avec des caractères bien particuliers.
De ce que j'ai compris indirectement dans cette vidéo, celle de l'annonce de la FAQ, tu évoques l'eau des nouilles comme une émission future. J'en conclus que cela devrait continuer, mais l'émission sera-t-elle un rythme fixe, hebdo, mensuel, ou ce sera au feeling? J'aime beaucoup ce podcast qui m'aide à construire une petite culture punk hardcore. Alors, moi, dans l'idéal, on essaye d'en faire un par mois, mais bon, vous voyez bien que non, c'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, Émile est à Melun, donc ça va, et puis nous, on se voit souvent, on répète ensemble. Antoine, lui, il est à Poitiers, donc il monte pour les répètes. Mais là, même si on a un album qui va sortir, il est enregistré, donc, et avec le Covid, il n'y a pas de concert de prévu. On en a quelques-uns en Belgique, de prévu plus vers novembre, mais donc on n'a pas trop l'occasion de se voir pour la musique, donc déjà ça fait moins d'occasion pour lui de monter à Paris pour faire le podcast. Après on a réussi quand même enfin il est venu quand même quelques fois pour qu'on puisse enregistrer, puis parce que bon on est quand même ultra potes, donc on a besoin de se voir assez régulièrement. Mais déjà on est dicté par ça. Ensuite on est dicté moi par ma charge de travail. Comme je l'ai dit, je travaille énormément. Donc en général quand on enregistre ça va être le vendredi soir, on est déjà complètement flingué, on commence à tourner les 22h, moi je suis mort de ma semaine, et après il faut que je me tape le montage. Quand c'est une émission de 3 heures, putain c'était l'angoisse de monter ça quoi. Donc en plus on a tendance à de plus en plus bavasser, là on a tourné l'épisode 3, on pensait pas parler très longtemps et en fait ça dure 2 heures quand même, donc moi il me faut le temps pour le monter, sachant que voilà j'ai le travail et j'ai des projets perso à côté, donc une fois par mois max à mon avis on essaie de faire au maximum, mais de toute façon on est en retard sur les sorties tout le temps, donc ça va continuer un petit temps, je sais vraiment pas quel sera le rythme, mais on essaie quand même de suivre les sorties. Deuxième question, toujours à propos de l'eau des nouilles. L'émission sera-t-elle toujours dispo en vidéo sur ta chaîne ou seulement de manière exceptionnelle? Non, ça je le ferai. En fait, pour moi, c'est super important la vidéo pour ce format parce que déjà, j'ai pas le matos de podcast pour que ça soit ASMR l'eau des nouilles, quoi. Donc je trouve que le son, il va avec la vidéo, même si je donne la version audio. En plus, à chaque fois, je galère à faire les balances. T'en as qui ont des niveaux qui montent là, qui descendent là, donc en fait, c'est jamais... Donc pour moi, la vidéo est importante déjà pour adoucir le son, et aussi tout simplement parce qu'on est des gens avec beaucoup de mimiques. On n'est pas forcément les meilleurs orateurs, mais par contre on a pas mal de blagues, de body language qui est assez fun, et du coup pour moi c'est super important. Enfin j'adore Émile et Antoine pour ces raisons, c'est qu'on a tous des personnalités différentes mais quand même très, très visuelles, et ça me paraît super important d'avoir la vidéo pour nous rendre un peu plus sympathiques, parce que sinon c'est possible qu'on ait l'air antipathique. Question peut-être bête, mais vas-tu continuer de parler de cinéma sur ta chaîne malgré ce que je disais tout à l'heure, on verra, mais c'est pas l'objectif. As-tu accepté l'invitation de Morsay qui t'avait faite après la sortie de ton émission sur La Vengeance? Non. non, bah écoute, c'était très gentil de sa part, même si c'est beaucoup d'affection pour son film, j'ai pas forcément envie de le rencontrer. Mais de toute façon, j'allais dire, même mes idoles, j'ai pas envie de les rencontrer. Alors c'est pas Morsay, il est pas une idole. Mais ouais, ça aurait fait quoi? Ça aurait été juste drôle pour les abonnés, genre, regardez, on s'est vu. Ouais, mais non, je m'en fous de faire ça. À la limite, ça m'intéresserait peut-être de le croiser une fois, d'en parler. Ça, avec plaisir. Mais ouais, je sais pas, là, j'en avais pas spécialement l'envie, même si c'était très gentil de sa part. Je pense qu'on n'aurait rien eu à se dire, tout simplement, donc voilà. Oh putain, encore un bloc de Big Fat Joe. Tu t'es lassé de Grey, mais est-ce que tu penses refaire des Taskill par exemple? Eh bien non. Taskill, j'avais commencé ça à la base entre les épisodes de Grey pour me détendre un peu, et puis en fait c'est pas du tout relaxant. Et surtout, pour faire un format intéressant sur le jeu vidéo, en réalité, il faut faire un format long. Là, c'était des tout petits formats, c'était sympa sur des petites features ou quoi. Mais les trucs de rétro gaming comme ça, c'est des trucs qu'on kiffait il y a une dizaine d'années. Et maintenant, est-ce que si, c'était quand même ça pouvait être intéressant ce que je disais. Mais il y a tellement de gens qui parlent de jeux vidéo sur Internet, il y a tellement de gens qui le font 1 milliard de fois mieux que moi. Je veux dire, à quoi bon, quoi. J'ai failli pendant le confinement, un peu avant le confinement, en fait j'ai fait Inside de la team qui avait fait Limbo, je sais plus comment s'appelle le studio. Je l'ai fait grave de retard, on m'a dit fais-le, je fais ouais non.
Et en fait, je l'ai fait. Putain, j'ai adoré pour la narration environnementale, etc. J'ai passé 2 jours après sur des forums à lire des théories de ouf, voir des mecs qui analysaient le code, etc. Et je m'étais dit, vas-y, je pourrais faire une vidéo sur... je pourrais faire une vidéo sur Inside, parce qu'en plus, il y a tout un truc philosophique sur le contrôle. Parce que vous avez remarqué, en fait, j'ai beaucoup d'acquaintance avec la philosophie. Il y a beaucoup de choses sur la philosophie et puis sur les questions existentielles. Il y a beaucoup de trucs super intéressants et tout. Et au final, j'ai dû mater 1 ou 2 vidéos anglaises, et puis j'ai écouté le podcast Fin du Game. Tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Fin du Game, excellent podcast d'Exerve. Enfin, je dis Exerve parce que c'est le plus connu, et puis de ses acolytes, ils sont plusieurs dedans. Et le podcast était super bien, et il disait tout ce qu'il y avait à dire en fait. Donc à partir de là, il y a ça qui existe, pourquoi je vais rien apporter de différent, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, et là du coup j'aurais fait quelque chose de plus analytique, plus proche de Grey au final, que Taskill qui avait un côté genre je vous parle d'une feature, mais après ou d'un soft ou quoi, mais allez regarder de vous-même plutôt. Pourquoi t'es-tu lassé de Grey? Une question de nombre de vues, d'avoir fait le tour du sujet, pardon. Pour le nombre de vues, je suis un peu désolé de voir que malgré un contenu super quali, tu en as pas plus. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit peu un tout, c'est des trucs de ma vie personnelle. En fait, je déteste la répétition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je maîtrise quelque chose, ou que j'ai l'impression de maîtriser suffisamment, je me lasse, et j'ai plus envie de continuer. Et en fait, c'est pour ça que je passe mon temps à apprendre et à faire des choses différentes. En fait, c'est pas tant pour se mettre en danger que, en fait, si je suis pas tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses, je déprime. Donc et faire la même chose, ça me rend zinzin. Enfin, la même chose, je le fais déjà tous les jours pour le travail, même si de temps en temps j'arrive à avoir des projets un peu plus galvanisants. Mais du coup, si même dans mes hobbies, je fais tout le temps pareil, je fais non, il faut que je fasse quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, il y a le nouveau format L'eau des nouilles, et que je disais, peut-être que j'arrêterai ça, peut-être que dès que je maîtriserai, j'arrêterai. Est-ce que tu penses faire plus de 1 lot des nouilles avant d'en avoir marre? Putain, en fait tu sais déjà tout ce que je pense. Et écoute, il y en a déjà 2, et il va y en avoir 3, donc challenge relevé, voilà. Pourrais-tu plugger de manière totalement éhontée ta musique dans cette FAQ? Alors plugger, comment ça? Plugger, tu veux que je la mette en fond? Ça va pas être très agréable. Ou plugger, dire quels sont mes projets? Écoute, j'ai joué en fait dans pas mal de groupes de punk hardcore. Je peux te faire la liste si tu veux, puis tu pourras aller écouter. Mon premier groupe, c'était un groupe qui s'appelait Donkey Punch, qui était le pré-Logies, qui a été, on va dire, mon plus gros groupe de cœur que j'ai eu avec c'est que des copains de banlieue, enfin de là d'où je viens. Qui a duré assez longtemps et qui a pas eu spécialement de succès, mais qui a fait un petit truc quand notre album est sorti, qui a été bien accueilli, notamment aussi par le magazine New Noise, qui s'appelle Noise d'ailleurs maintenant, depuis un moment. Voilà. Après, j'ai fait de la guitare dans des groupes comme Mad at the World, Days of Discord, j'ai joué dans quoi d'autre? Black Spirals. Et voilà, maintenant aujourd'hui je suis à la basse dans Worst Doubt, qui est mon unique projet musical en ce moment, dans lequel je suis pas forcément la personne créatrice, mais par contre ça me fait du bien de continuer à faire de la musique et d'être avec les potes et de partir, quoi. Et de partir sur la route. Voilà, après j'ai eu plein de projets à côté, j'ai eu un projet de 8 bits qui s'appelait... J'en parlerai après, je crois, il y a une question par rapport à ça. J'ai eu un projet de 8 bits, et puis il y a 3 ans, j'ai sorti une tape avec Émile, donc de l'eau des nouilles, d'ambiante. Voilà, on avait chacun 4 morceaux d'ambiante. Moi, c'était plus Indus Noise ambiante, où il y a d'ailleurs un des morceaux que j'ai mis sur toutes les vidéos de Grey, et qui est pas listé dans le générique à la fin. Et voilà, donc j'avais sorti ça juste après avoir terminé Grey. Et sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai en termes de projets musicaux. Après, j'ai pas fait que ça. À côté, maintenant, je fais beaucoup de graphisme. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Subhuman, où je postais tous les graphismes, tous les trucs que j'ai fait pour moi, les artworks que j'ai fait pour moi, mais aussi pour des flyers, parce que j'ai fait pas mal de flyers de concerts de punk hardcore. Et aussi, dernièrement, j'ai fait beaucoup d'artwork, beaucoup.
j'ai dû en faire 4 cette année pour des groupes. Voilà, j'ai fait le Wolfpack, j'ai bossé sur Suite Phantom Carriage avec mon pote Dexter, donc du coup de l'eau des nouilles. J'ai fait celui pour un groupe de Rouen qui s'appelle Rauf Grand. Et aussi je me suis occupé de la version limitée de l'album de Warstopped qui va sortir cette année normalement. Donc voilà, tout ça, ça me prend pas mal de temps et c'est pour ça je me suis un peu plus consacré à l'artistique plus qu'au journalistique si on veut de gré ces derniers temps quoi. Tu passes pas mal de temps à jouer avec les viewers dans tes vidéos. Imaginez leurs réactions, utiliser des formulations comme ne partez pas. Est-ce qu'un format live comme Twitch t'attire et pourrait accueillir le genre de contenu que tu fais, notamment ta skill qui se prêterait à fond à ce genre d'exercice? Comme je l'ai dit avant, Twitch ça m'intéresse pas parce que moi j'aime ce qui est écrit pour pouvoir le contrôler et sur Twitch tu contrôles pas donc ça serait pas fluide donc ça m'intéresserait pas des masses ou alors faudrait le faire avec d'autres gens mais bon c'est pas spécialement mon envie du moment. Et après, n'as-tu pas honte d'avoir tout pompé à Karim Debache tel un vulgaire Morsaille recyclant un travelling scorsésien? Bah si, j'ai la honte, hein, mais bon, faut bien faire des trucs quand même et s'inspirer un petit peu. Après, tu commences, tu t'inspires de quelqu'un et puis après, t'arrives à trouver ta voix, on va dire. As-tu pensé à faire un Ulule à 2 millions de dollars pour faire un album de chansons? Non, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé parce que je pense que ça me rendrait triste de voir de pas atteindre le reach de 2 millions de dollars, donc je préfère ne pas le faire, voilà. Et me payer moi-même le studio, du coup. Autre question de Mika Oyoy. Hello, vu que comme les FAQ et les tops, c'est un format apprécié par les gens sur YouTube, alors que c'est nul, peux-tu topper ces questions s'il te plaît? Top 3 des groupes que tu apprécies le plus, que tu réécoutes régulièrement de tous les temps. Supposons qu'on reste dans le punk hardcore. Ah, dans le punk hardcore? Sinon, si tu allais me dire le punk rock et tout, j'aurais pu te dire. Dans le punk hardcore, les groupes que je réécoute le plus... Bah, je sais pas, Kickback, Trapped Under Ice et Archangel ou Deal With It, voilà. Top 1 album de 2019 et top de mid-2020. Putain, 2019, je sais plus ce qui est sorti l'année dernière. C'est une catastrophe. Si ça me revient, je te dirai, mais top 2020, soit j'en ai parlé dans l'émission, soit c'est l'EP de Viagra Boys, soit c'est l'album de Litige que vous pouvez voir derrière. En eau trouble, voilà, pour 2020 c'est ça. Top 1 meilleur festoche en France. Je dirais Extreme Fest peut-être perso. J'ai pas fait énormément de festoche en France, j'en ai plus fait à l'étranger. Après on va me prendre pour un... Bah si, celui sur lequel j'ai bossé, meilleur festoche en France, le Paris Hardcore Fest. Voilà. Top 3 des films de 2019. Je suis désolé, je peux pas t'aider, je suis quasiment pas allé au cinéma, donc je sais pas, Midsommar c'était 2019. Bah on va dire Midsommar. Mais non, ça devait être 2018. 2019, The Lighthouse. The Lighthouse 3 fois. De Robert Eggers. Est-ce que je le prononce bien? Je ne sais pas. Top 3 des trucs que t'as kiffé pendant le confinement. Mec, le confinement, j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Bon alors j'étais avec ma meuf, donc on était dans un tout petit appart. Mais j'ai pu rejouer à la console, à des jeux où je pensais que j'aurais plus jamais le temps d'y jouer tellement ça prend de temps. Donc j'ai kiffé faire Control. J'ai kiffé enfin faire Dark Souls 3. Parce que j'avais fait que le 1 et le 2 et j'avais jamais eu le temps de faire le 3. Et j'ai kiffé enfin faire un Yakuza. J'ai fait Yakuza Kiwami. C'est un truc que je fantasmais depuis longtemps. Bah j'aurais pas le temps de faire les autres, mais moi j'en ai fait un dans ma vie quoi. Donc ouais, c'est ce que j'ai kiffé le plus, c'est pouvoir rejouer aux jeux vidéo. On va pas se mentir, j'ai kiffé pouvoir faire un épisode de Grey quand même et m'occuper sur autre chose que le travail et m'occuper sur moi du perso, ça m'a fait... j'ai bien kiffé quoi. Et sinon, Daikel c'est un diminutif de Dick et Michael. Alors non. En fait, Daikel, ça vient de Daikel Mouglas, qui était mon projet de 8 bits justement dont je parlais avant. Un truc que j'avais fait dans ma chambre, je sais pas, vers 2012, fait à la Zob parce que je suis pas bon en MAO, mais j'avais absolument envie de faire un truc de 8 bits parce que j'adorais cette scène, la scène 8 bits chiptunes
de début 2000 à mid-2000. J'en ai pas fait partie, mais j'ai toujours adoré et j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens en fait que ça a intéressé tant que ça. Mais moi, ça ressemblait plus à du punk avec des batteries, une batterie et du chant de punk avec mon accent de merde. Et ouais, c'est un des projets que je préfère de tout ce que j'ai fait, alors que c'est vraiment éclaté au sol, quoi. Mais il y a un petit feeling un peu divo aussi. Et donc en fait, voilà, c'était Daikel Mouglas, probablement parce qu'à l'époque, il y avait eu comme Trouze aussi, qui faisait lui plus de la... Enfin, c'est pas de la synthwave, mais qui faisait de la synth... Enfin, écoutez, comme Trouze, ça défonce, hein, même si c'est plus la mode. C'est de l'électronique assez douce, avec un feeling un peu 80, mais pas dans le genre synthwave, justement. Et voilà, et je trouvais ça rigolo, et j'avais fait, vas-y, un de mes acteurs préférés, c'est Michael Douglas, bah Daikel Mouglas, puis à la fin, il reste que Daikel. Mais sinon, je m'appelle Max. Tu connais la chaîne en mode VHS, ton avis? Alors je connais de nom, j'ai dû regarder un truc une fois ou deux, mais je peux pas donner mon avis parce que j'ai pas poussé encore. Mais comme toutes les autres chaînes dont j'ai parlé, probablement que dans 3 ans, quand ça sera fini, je regarderai et je fais ah putain, c'était mortel, hein, j'aurais dû suivre. Zoubi. Ok, bah écoute, Zoubi à toi aussi. On continue. En plus, j'ai presque plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Question de Fabrice Alik. Salut Fabrice, j'espère que tu vas bien. Je sais que ça fait un moment que tu suis toi aussi l'émission. Quels sont les jeux pour toi qui auraient pu figurer dans un autre épisode de Taskill? Bah, Inside, comme j'en ai parlé. Après, tu sais, ça doit être trop bien de faire un épisode sur Silent Hill et tout, mais voilà, Creepy As Shit l'a fait très très bien. Air Story, ça fait partie des jeux que j'ai vraiment ultra kiffé, mais ça va, ça a été un succès quoi. Donc je sais pas, il y a plein de choses. Ouais, Control, ça serait intéressant parce que. Mais après, Control, ça a marché, c'est un gros jeu, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il a pas du tout reçu l'accueil qu'il aurait dû recevoir parce que même d'un point de vue artistique. Comment il exploite l'architecture brutaliste artistiquement parlant en fait, même si bon la narration elle est scalée avec Remedy et leur tic un peu habituel, elle est quand même meilleure que ce qu'ils ont pu faire par le passé, mais c'est vraiment, il y a une cohésion artistique et dans le gameplay que j'ai trouvé exceptionnel. J'avais pas passé autant de plaisir à découvrir l'univers d'un jeu comme ça depuis très longtemps, peut-être depuis Dark Souls en fait, mais sauf que Dark Souls, je l'ai apprécié en battant les vidéos à côté, en tout cas pour le lore, qui est passionnant évidemment, alors que là, Control, ça va, tu peux le saisir quand même quoi. Et le fait d'être face à quelque chose où tu comprends rien, tu comprends pas ce qui se passe, à chaque fois que t'as une nouvelle créature qui arrive, il n'y a pas de mise en scène particulière, elle arrive comme ça, et tu fais « Wouah, putain, c'est quoi cette merde ?» Je me sentais vraiment oppressé, et puis ce level design... qui est vraiment pour moi le meilleur level design Metroidvania, mais depuis super longtemps quoi. Après je les ai pas tous faits, mais celui-là il m'a vraiment marqué. Je pense qu'il m'a, en termes de level design, voilà, il m'a autant marqué que Dark Souls 1. Et donc autant que Super Metroid et que peut-être un Castlevania ou quoi en 2D quoi. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment mortel. Mais après il n'y a pas de jeu là qui me vient à l'esprit, mais je continue, j'ai pas trop le temps de jouer, mais je continue quand même. J'essaye de sélectionner les jeux auxquels je joue. Malheureusement faut qu'ils durent pas trop longtemps parce que sinon j'ai pas le temps de les finir. Mais ouais, j'essaie de sélectionner de manière à qu'ils puissent m'apporter quelque chose d'un point de vue créatif et artistique. Enfin moi les expériences, genre il y a pas longtemps je l'ai fait parce qu'il était sur le PS Now, j'ai fait Spider-Man, c'est très bien réalisé, etc. Et je me fais chier comme un rat mort quoi. Franchement des mondes ouverts j'ai dû en faire 3 depuis le début de la génération PS360. J'exagère hein, parce que j'en ai fait un peu plus. Mais et même pour moi c'est trop quoi. J'ai pas fait les Assassin's Creed, etc. Non, je déteste je préfère les jeux plus cloisonnés mais qui peuvent un petit peu mieux raconter leur histoire quoi. Ok, question suivante de Aka Glooms. Yo, merci à toi déjà pour les épisodes de Grey de Taskill existants. À titre personnel, je considère que tu as apporté quelque chose de neuf et de très cool à ce YouTube jeu. Envisages-tu de parler de musique dans un format plus court que le podcast et éventuellement proche de celui de Grey? Je pense que c'est quelque chose que nous serions nombreux à kiffer. Et sinon, combien de RT pour l'Ultime Grey sur Ghost of Mars Zoubi? Non, je le ferai pas parce que je trouve que la musique c'est pas du tout un format qui se prête à ça. Bon, il y en a peut-être qui arriveront très bien à le faire. Hein. Enfin, si t'as des mecs qui arrivent à le faire, ils ont trouvé la bonne formule. Genre, je sais pas, par exemple, Masqué, tu vois, sur le rap. Mais le rap, ça s'y prête un petit peu parce que c'est
c'est du gimmick, etc. Donc là, dans le hardcore, déjà, ça reste une musique assez bête qui marche sur quelques codes. Je vois pas ce qu'il y aurait d'intéressant. C'est pas visuel en plus. Moi, c'est pas. Je regarde. Enfin, la musique, c'est pas quelque chose de visuel pour moi. Du coup, je vois même pas comment je pourrais faire un truc en vidéo pour parler de ça. Est-ce que je vous mettrais des formes d'ondes derrière? Je sais pas. Non, c'est un peu dur. Donc non, c'est pas du tout au programme. Et surtout, je suis pas un grand mélomane. Hein. Je suis autodidacte. J'aime parler de musique avec mes potes en buvant, etc. Mais après, Si, il y a des mecs qui le font. Qu'on fait des bonnes émissions. J'en ai regardé quelques-uns. Ça fait longtemps. Je sais que. Putain, comment ça s'appelle déjà? Enjoy the Noise. Enjoy the Noise, lui, il avait fait des formats et tout assez cool, mais c'est vrai que si d'un point de vue historique, ce que fait Maxwell aussi, c'est très intéressant. Bon, alors maintenant, il fait énormément de top, mais je suppose que ça fait tellement longtemps qu'il fait des vidéos que au bout d'un moment, ça devient dur de chercher des axes. Et je pense qu'il y a un côté genre, bon, c'est cool de faire des vidéos un peu avec des tops parce que ça me permet de faire des recherches et de montrer des trucs intéressants quand même, parce que c'est pas des tops à la con, tu vois, donc c'est cool. Et après, de toute façon, il continue tellement à faire des projets à côté que ouais, non, il a la bonne formule. Mais moi, je suis pas, et de une, je suis pas assez drôle pour tenir l'attention des spectateurs, et mon milieu de maîtrise, ça reste vraiment le cinéma principalement. Et combien de RT pour l'Ultime Grey sur Ghost of Mars? J'avais failli en faire un gros épisode troll et puis je l'ai jamais fait, mais écoute, peut-être qu'il arrivera un jour. Le problème de Ghost of Mars, c'est qu'en réalité, bon, je sais pas si vous c'est un film de votre adolescence, moi c'est un film, je l'ai vu quand même quelques années après qu'il soit sorti, parce que je voulais le voir depuis longtemps, j'ai trouvé ça... Et en fait, j'ai fini par l'apprécier à force de le revoir pour son côté débile, mais en fait pour moi il a la même démarche que Los Angeles 2013. C'est-à-dire que Carpenter, il refait des films qu'il a déjà fait, mais en mode allez vas-y on s'en branle à bouler le fric et puis on met Ice Cube et c'est plus badass. Et c'est pour ça que j'aime bien le film en fait. Et il a vraiment ce côté je m'en bats les couilles, je continue à faire ce que je fais, mais un petit peu comme De Palma. Qui a poussé sa formule jusqu'à ce qu'elle devienne difforme. Il y a un peu le même côté avec John Carpenter, et moi je trouve ça attachant, j'aime bien, tu vois. Mais je pourrais faire un épisode, mais il serait pas très long, tu vois. Il durerait 12-13 minutes, j'aurais pas grand chose à dire d'aussi intéressant que ce que j'ai pu dire sur Los Angeles 2013. Parce que je trouve que ce que je dis sur Los Angeles 2013 est assez intéressant, justement. J'ai pas vu trop... Enfin, si, il y a dû en avoir des épisodes d'autres gens dessus, mais... Bon, après, je me suis quand même pris des remarques parce que oui, effectivement, j'ai oublié de dire des trucs. Genre, j'ai oublié de dire que James Cameron bossait sur les matte paintings du New York 97. Bah, je suis désolé, je l'avais noté dans mon script et j'ai oublié de le dire. Mais je le savais. Ok, là, c'était question sur Facebook de Clément Sigal. Désolé, pas l'accent du tout. Hein. Acceptes-tu une invitation à débattre sur le cinéma de Michael Mann? Une joute ou un podcast est possible? Avec plaisir. Avec plaisir, mais putain, faut me prévenir en avance parce que ça m'obligerait, parce que j'aime pas arriver et rien connaître, tu vois. Donc ça m'obligerait à me fader toute sa filmographie avant de venir, histoire d'être bien sûr de quoi je parle et de parler et de lire aussi quelques trucs, histoire de un peu assérer mon opinion. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Dexter, donc de l'eau des nouilles, c'est un des mecs avec qui je parle le plus de cinéma, qui a une culture énorme, etc. Et on se retrouve sur plein de films. Alors lui, il adore Michael Mann, et moi je déteste, et je trouve ça trop rigolo en fait, qu'on est similaires sur plein de choses. En plus, on prend les films de manière très émotionnelle, et lui ça le touche, et moi ça me touche pas. C'est fou quand même, c'est drôle. Donc oui, avec plaisir Clément, si t'as un podcast, bah vas-y, hein, je prendrai un plaisir à venir pisser sur votre paillasson en disant de la merde sur Michael Mann. La question de Mustapha Abatan. Est-ce que la qualité d'une œuvre est inversement proportionnelle à son audience? Non. Non, parce que ça, c'est une pensée un petit peu d'élitiste. En fait, il y a plein d'œuvres qui effectivement sont très qualitatives mais qui n'ont pas d'audience parce qu'elles ne sont pas facilement accessibles, ou elles demandent un certain niveau d'érudition, ou un background particulier, enfin elle demande quand même... Mais après, t'as plein d'œuvres qui ont beaucoup de succès et qui sont géniales. Enfin, voilà, on va parler de Spielberg, on va parler de Kubrick, etc. Et ça les rend pas moins bonnes d'être aussi populaires et avoir autant d'audience. Mais il y a un facteur qui fait, et surtout sur Internet aujourd'hui, que
que ce qui va attirer le plus de monde, c'est ce qui va être le plus... Ah, attendez, l'écran. J'ai l'œil quand même. En fait, je crois que... Bref. Il y a un facteur qui fait que... Aujourd'hui, ça marche quand même beaucoup. C'est bien de réussir à fédérer les gens. Et les gens ont envie de ça, ont envie de faire partie de quelque chose. Donc du coup, plus une chaîne ou ce que tu veux, un film aura d'adhésion, et plus ça va continuer à... ça va le faire. Après, il y en a certains qui vont cliver, donc par principe, des gens qui vont dire que c'est de la merde, etc. Mais non, c'est pas, pour moi, c'est pas un principe. Mais après, quand on est quelqu'un d'un petit peu pointu, on va souvent se dire effectivement que la qualité d'une œuvre est inversement proportionnelle à son audience. Parce qu'on aimerait que tout le monde apprécie la même chose, mais tout le monde n'a pas le même background, la même culture, etc. Mais ça veut pas dire qu'une œuvre est pas forte, effectivement. Ok, question de Guillaume. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Alors, quel film aurais-tu aimé traiter si tu avais continué Grey? Putain, je suis désolé, j'ai déjà répondu. Les formats YouTube, c'est fini définitivement pour toi, ou tu ne t'interdis pas d'autres choses si jamais l'envie te reprend? Comme je le disais avant, je m'interdis rien. Si à un moment j'ai envie, je le ferai. Ça sert à rien de dire c'est fini, j'arrêterai, je le ferai plus jamais. J'ai tendance un peu des fois à dire ça. Et au final, regardez, là j'ai eu envie de faire le Grey, ça m'est venu comme ça, je l'ai fait. Pour moi, le moteur principal c'est l'envie. S'il n'y a pas l'envie, ça sert à rien, je me forcerai pas. Ouais, c'est pas dit qu'à un moment je vais pas avoir. Je sais pas, je vais voir une chaîne qui va faire un truc, je vais dire putain, c'est mortel, faudrait que je fasse un truc comme ça moi aussi. Et voilà, un truc à la con pour le dénouille. C'est vrai que ça faisait longtemps que je regardais des émissions comme La Sauce, etc. Mais il y a genre Kian Kojandi qui avait repris de manière très courte des podcasts où il invitait d'autres gens du domaine de l'humour et tout. Et voilà, même si c'est des gens assez connus et tout, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Parce que t'entends des potes en train de parler entre eux. Et j'adore ça, en fait, juste voir des groupes d'amis parler à d'autres gens, essayer de leur montrer un petit peu leur univers, comment ça se passe, et parler de ce qui les passionne. Et honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'eau des nouilles. Quand j'ai vu qu'il a fait ça, j'ai fait ouais, vas-y, c'est trop bien, moi aussi j'ai envie de faire un truc avec mes potes. Et voilà, quoi. Et parce qu'il y a ce côté fun, vraiment. Et dernière question de Guillaume. Sinon, d'autres envies de sujets via le format podcast, ou tu préfères te concentrer et développer sur l'eau des nouilles? Pour l'instant, l'eau des nouilles, ça suffit amplement. Ouais, ça pourrait être rigolo de parler cinéma, mais en fait, il y a tellement de podcasts cinéma, de gens qui le font très bien et qui ont déjà pas forcément l'audience et tout. Tout le monde se bouffe, donc... bon, enfin, moi, j'ai aucune envie d'arriver, de faire un truc et me dire vas-y, ça va marcher, tu vois. Donc pour l'instant, les discussions cinéma, ça reste avec 3 bières et entre potes et voilà, donc je sais pas, mais un jour un autre format de podcast. Après, j'ai plusieurs passions, mais j'en ai pas 1 milliard de passions non plus, quoi. Genre parler de jeux vidéo, je vois pas avec qui je parlerai. Si, on parle de jeux vidéo entre potes, etc. Mais à part 2-3 personnes, j'ai pas de gens dans mon entourage qui ont un énorme niveau d'érudition. Si par exemple Jacob, Antoine de l'eau des nouilles joue beaucoup et ça serait intéressant parce qu'on n'a jamais les mêmes avis, mais après c'est pas spécialement prévu. Et en ciné, si j'ai des potes avec qui ça m'aurait fait plaisir de le faire, que ça soit Dexter donc, mais aussi je sais pas, je pense un autre pote de la scène, Seb Lecoq, bien connu, qui lui écrit pour des magazines, etc. J'aurais adoré à une époque faire des trucs avec lui, mais voilà, on verra un jour ce que nous réserve l'avenir. Mais sur ma chaîne, c'est pas un objectif. Mais après, je sais pas, même être invité quelque part, ça pourrait être rigolo. Ouais, je dis pas le contraire. Ok, question suivante de Pierre Rajoie. Salut Pierre, ça va? Est-ce que tu crois que le Néo va devenir cool? Et si oui, est-ce qu'il faut se préparer à entendre à nouveau de la whammy à gogo? Comme je te l'ai répondu sur Twitter, Pierre, le Néo est déjà redevenu cool. Voilà, va écouter va écouter Vane, va écouter Dagger Chouette, et tout ça, c'est plus des kids. Par rapport à moi, mon âge, ça va être des gars de la génération peut-être plus d'Emile, etc. Donc 25-26 ans. Et nous, écouter du néo-metal, on était dans l'époque, mais c'était mal vu. C'était un truc de beauf. Eux, ils sont beaucoup plus décomplexés, en fait. C'est vraiment un truc avec lequel ils ont grandi. Et c'est comme, en fait, pour eux... pour eux, Korn, Slipknot, c'est
c'est aussi acceptable que nous, c'était Nirvana, tu vois, ça doit être un grand truc, bah en fait, un truc grand public, bah c'est acceptable quand même de dire, ouais, bah j'écoute ça. Aujourd'hui, c'est acceptable pour tout le monde, mais en tout cas, nous, moi, quand je suis rentré dans la scène hardcore, c'était pas du tout acceptable. On en parle d'ailleurs dans le 3e épisode de l'eau des nouilles, de l'arrivée de cette imagerie un peu néo-metal et tout. Et ouais, nous, si t'arrivais avec un truc de néo-metal à un concert en 2004, tu te prenais une droite et tu te faisais sortir, quoi. Alors... Question de Peko. Alors, pas de question sur Grey. Ok, sur l'eau des nouilles, tu en sais plus sur la périodicité. Bah, comme j'ai dit, j'essaye le plus souvent possible. Au mieux tous les mois, mais ça serait plus tous les 2 mois. Comment soutenir ce projet? Bah, tu le regardes. Tu le regardes, et puis si t'as des potes, tu partages auprès de tes potes. Après, je pense que vous avez remarqué, je suis jamais en train de demander des likes ou demander des partages. Pas envie de faire la cybermanche, encore une fois. On s'en branle. Après, on va pas se mentir, on aime bien tous avoir des projets, genre on est un peu les seuls à connaître et tout. Donc je m'en fous, ça me va avec ça, d'être que ça soit confidentiel. C'est cool, tant que les gens en fait qui sont là, ils kiffent avec nous. Bah tant mieux. Et soutenir, bah ouais, jamais, y a pas à soutenir parce que mon problème c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc voilà, et jamais j'arrêterai je travaillerai moins ou jamais je ferai quelque chose juste pour faire la vidéo, quoi. Peut-être que je travaillerai moins un jour pour faire plus de projets, trucs artistiques, mais rien à foutre de la thune. Autre support que le podcast en prévision? Bah non, comme je disais tout à l'heure. Question de 45 Bastard. Ou 45 Bastard. Salut Daikel, pourquoi as-tu été absent pendant 2 ans et as-tu prévu une suite pour ta chaîne YouTube? Bon, la suite, j'en ai déjà parlé. Pourquoi j'étais absent pendant 2 ans? Bon, je l'ai pas vraiment dit, mais c'est juste qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie à ce moment-là, de manière abrupte. Voilà, bon, j'ai eu une rupture, hein, voilà, des choses qui arrivent, ce qui implique de déménager la domiciliation de mon entreprise, de rechercher un autre appartement, plus la lassitude et plus le fait de travailler de plus en plus. La dernière année de l'émission, j'avais déjà eu plus 50% de charge de travail, et l'année de l'arrêt de l'émission, j'ai eu plus 100% de charge de travail, donc c'est à dire que ça a doublé par rapport à l'année d'avant, et donc j'avais plus du tout le temps de faire l'émission. Comme je vous ai dit, avant, bah, je prenais, même si ça me prenait 2 semaines, j'arrivais à dégager peut-être une semaine pour la faire, et maintenant j'ai plus du tout ça depuis 2-3 ans. Et attends, c'était quoi la question? Ah, pourquoi j'avais arrêté? Et donc, plus le temps, plus l'envie, et puis entre-temps, pendant tous ces déménagements, etc., Jacob m'a proposé de venir faire de la basse dans Warsdop, qui venait de rejoindre lui aussi, et je connaissais déjà les gars, et j'avais arrêté de faire de la musique depuis au moins 1 an et demi, et là, le fait de devoir apprendre un nouvel instrument, bon, comme ça va, c'est de la basse, je suis guitariste, et la basse dans le punk hardcore, c'est pas très très compliqué, c'est pas une musique qui est bass drivée. Et du coup ça m'a fait plaisir de refaire de la zik, et du coup je me suis plus remis là-dedans, et moins de temps pour la vidéo, j'ai besoin de switcher, donc j'ai fait plus de musique, plus de graphisme, etc., histoire de varier. Il faut tourner dans la vie. Et dernière question de Poirez, c'était sur Facebook, ça? Twitter, ouais. Tout ça, c'est un coup marketing pour lancer une série de vidéos sur le jeu vidéo? Bah non, malheureusement. Coup marketing de quoi? Alors j'ai beau travailler dans la com, je suis un très mauvais communicant. C'est quoi ton sport préféré? Pourquoi le cyclisme? Bah, je suis pas quelqu'un de sportif, donc vraiment j'ai aucun sport que j'apprécie. Moi je suis le mec qu'on prenait jamais dans son équipe quand j'étais au collège ou au lycée. Et dernière question. Pour faire tes vidéos, tu as dû investir pas mal de fric pour un truc propre. Comment t'as fait? Pas besoin de beaucoup de matos? Ah, une question super intéressante. Alors non, j'ai investi un petit peu d'argent, effectivement, mais j'ai pas pris du matos de ouf. En fait, d'entrée, j'ai dépensé peut-être 800 balles. Tu vois. J'ai pris un appareil photo un peu flingué, mais avec lequel j'avais pu bosser il y a déjà longtemps, qui est un Canon EOS 700D, qui a un capteur de merde, avec un objectif fourni 50 mm de merde, mais qui te permet au moins de changer ta focale. Je suis pas quelqu'un qui est très attiré par la photographie, même s'il m'arrive d'en faire, mais du coup je voulais pas investir direct 2000 balles dans un Mark III alors que j'avais
enfin 2000 ou 3000 balles dans un Mark III, alors que je voulais pas gagner de l'argent, je voulais juste déjà voir si j'étais capable de le faire, si ça m'intéressait, et après la qualité, bon on s'en fout un peu. Pour les éclairages, j'ai pris des trucs à 50 balles, c'est toujours les mêmes, c'est de la merde, mais les ampoules ont pas lâché, donc ça passe. Et j'avais un peu de matos, genre j'avais déjà un pied de caméra. Pour les micros, j'ai commencé en achetant juste un Zoom H4, et je savais que ça me servirait dans la musique pour enregistrer des répètes, etc. Donc c'est peut-être 250 ou 300 balles, mais tu sais que tu vas le réutiliser. Sachant que les voix off, au début, je les faisais au zoom aussi, c'est-à-dire que je mettais la bonnette, ou je mettais un tissu, parce que j'ai pas de bonnette, par-dessus le zoom, et je parlais en étant penché au-dessus, c'était horrible pour le souffle, mais j'ai réussi à me débrouiller avec ça. Et après, les logiciels, c'est mon travail, donc bon, bah, je paye l'abonnement de toute façon chez nos amis d'Adobe. Et voilà, et pour 700, 800 balles, t'as déjà quelque chose, et j'ai pas changé de matos en fait depuis. J'ai racheté des trucs en plus, genre voilà, le micro, le stand. J'ai acheté d'autres micros qui me servent aussi pour l'émission de l'eau des nouilles, où je les ai empruntés. Mais pour moi, en fait, c'est toujours important. Ça sert à rien de venir avec tout le matos du monde, de dépenser des milliers, des cents. Tu peux faire un truc déjà cool avec pas grand chose, et de toute façon, si t'as pas encore le niveau, tu vas apprendre à évoluer avec ton matos. Et c'est la même chose qu'on dit en musique, pas besoin d'avoir une guitare à 2000 balles pour apprendre à jouer. Prends peut-être pas une guitare à 150 balles, mais tu peux en prendre une à 300, 400, ça sera amplement suffisant, parce que ton oreille ou tes skills, t'auras même pas le temps de te rendre compte que tu seras pas bloqué. Une fois que t'as atteint une certaine marge, c'est bien de changer de matos. Moi je continue pas l'émission, donc je vais pas acheter un meilleur appareil. Par contre, des fois ça me saoule effectivement. Mais bon, bah, si j'ai besoin d'un appareil maintenant, bah, j'en louerai un pour des projets plus importants, ou voilà, ou pour des trucs très ponctuels. Mais non, donc au final, il n'y a pas besoin d'énormément de matos. Par contre, ça demande du temps, et surtout d'essayer d'améliorer ses skills, même sur l'ordi, sur ta méthode de travail, ton workflow et tout. Mais ouais, enfin, je dis pas énorme. Parce que, bon, 800 balles, bon bah voilà, c'est le tarif d'un iPhone. Donc je sais pas. Mais c'était de l'argent très bien investi, sachant que je sais que bah, avec mon travail, bon, c'était pas le cas à l'époque, mais maintenant je peux défalquer. Et puis ça rentre dans les biens de l'entreprise, et je m'en sers dans mon boulot en fait. Encore aujourd'hui, même si normalement je fais principalement de la post-production, bah des fois j'utilise des trucs, des micros, des fois je fais du mix, ça me servira toujours quoi. Je sais que le matériel que j'utilise, il me servira de toute façon pour d'autres projets plus tard, et c'est un capital en fait qui est là. Et bah voilà, on a fait le tour des questions. Je pense que cette FAQ va être très longue. On va bien être au niveau des 1h30, 1h45. En tout cas, je suis content de moi, j'ai tout réussi du premier coup, et j'ai pas été... je pense que ça va, j'ai été assez loquace. Je vous remercie encore en tout cas pour toutes les questions que vous avez posées, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette FAQ vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. On sait pas ce qui se passe pour la suite pour la chaîne, hein, mais en attendant il y a toujours l'eau des nouilles. Je sais que ça intéressera pas tout le monde, notamment les gens qui étaient là pour le jeu vidéo ou pour le ciné, mais bon, bah, c'est la vie, hein, c'est pas grave. En tout cas, merci encore les gars, puis je vous dis à la prochaine. Salut!